Salut tout le monde, bienvenue au l'épisode je sais plus combien du podcast Quand t'as rien faire. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est fort intéressant, un spécialiste de la gestion, du leadership, de la politique, vraiment particulièrement fascinant. Pierre Lainé, enseignant au HEC Montréal, en fait, maître d'enseignement. Oui, maître d'enseignement senior, oui. C'est ça, maître d'enseignement senior. Ouais. On parle de l'aspect de gestion, comment construire une équipe efficace, performante, comment faire des activités de déploiement d'équipe qui sont dans les objectifs, comment influencer les gens autour de soi, comment apprendre à communiquer vraiment, plein de trucs super utiles et hyper pertinents pour, je dirais, n'importe quel coordonnateur, mais pour vrai, pour n'importe qui veut avoir un impact sur les autres autour de lui. Pour vrai, j'espère que vous allez aimer ça autant que j'ai aimé ça, fait que bon visionnement. Maintenant, je suis super content de vous recevoir aujourd'hui, Pierre. Merci de m'accueillir. Oui, vous avez été une des premières personnes que j'ai pensé quand on a pensé à des invités, mettons, experts de leur domaine. Comme je vous disais avant, vous avez marqué un peu mon parcours à l'université au HEC Montréal. Je voulais prendre l'opportunité maintenant, en fait, de vous laisser vous présenter, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous aimez dans la vie, un fait intéressant sur vous. Ah, mon Dieu, bonne question. Bon, qu'est-ce que je fais? J'enseigne à HEC depuis 23 ans maintenant. J'enseigne principalement dans les programmes de certificat, donc à des gens qui travaillent déjà et qui viennent à HEC pour en apprendre davantage sur la gestion. Donc, je dis souvent que mes étudiants des certificats, ce sont eux qui me donnent les plus grands défis. C'est de rendre des choses concrètes, des choses pratiques, parce que c'est des gens qui travaillent. Donc oui, la théorie, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'enseigne aussi dans d'autres programmes, baccalauréat, maîtrise, mais principalement certificat. Qu'est-ce qui m'a mené à HEC? Ben, c'est parce que moi, j'ai fait de la gestion pendant longtemps avant d'être prof. Puis, comme gestionnaire, je n'avais pas toujours les outils dont j'avais besoin. Alors, je me suis dit, un jour, si j'ai la chance de connaître ces outils puis de les enseigner à d'autres gestionnaires, j'aurais fait ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les gens. J'aime les étudiantes et les étudiants. C'est eux autres qui me gardent stimulé dans mon travail et c'est pour ça que, comme je le dis à la blague, mais c'est pas vraiment une blague, mais je pense que je vais continuer à enseigner pendant 25 ans. C'est pas terminé. Wow. La retraite, c'est pas pour demain. Non. Bon, c'est bon, ça. C'est une belle philosophie, je trouve, de pas avoir hâte à la retraite à un certain point. J'aime ce que je fais, je veux continuer, je veux pas m'empêcher de partager ça. Voilà. Vous avez dit que vous avez travaillé en gestion. Oui. Vous avez eu combien d'années, dans quel domaine de gestion que vous étiez avant décider d'embarquer dans l'enseignement? Mon premier travail, c'est intéressant, ça a été dans une OBNL, dans une organisation à but non lucratif. Ma première patronne qui était incroyable, qui s'appelle Monique, c'est elle qui m'a montré, sans le dire, c'est quoi d'être un bon gestionnaire. Et ça a été un modèle pour moi. Puis, donc, quand j'ai quitté cet emploi-là, mon premier emploi, après 7 ans dans cette petite organisation, moi, j'ai dit, je vais être un bon gestionnaire. Mais je n'avais pas les outils. Donc là, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé un peu partout. Mais la gestion, ça ne s'improvise pas. Hein. C'est pas quelque chose qu'on apprend sur le tas. On peut l'apprendre sur le tas. Il y a des gens qui sont bons pour ça, mais moi, ce n'était pas mon cas. Donc, c'est là où je suis allé à HEC. J'ai fait des études à HEC. J'ai fait jusqu'au doctorat. Puis là, j'ai appris la gestion. J'ai appris les bonnes façons de faire de la gestion. Je suis retourné au travail comme consultant. J'ai aidé les entreprises à améliorer leur façon de gérer. Puis, il y a 23 ans, j'ai décidé de me joindre à HEC pour l'enseigner à des gens qui s'intéressent au sujet. Wow! Okay, vous avez vraiment le parcours qui a par hasard un peu là-dedans. Ensuite, ça m'intéresse, je veux développer mon potentiel, je vais l'enseigner, puis ça me passionne, en fait. Vraiment. Wow. Nous, en fait, comme dans l'entreprise ou, en fait, l'air en fait, l'initiateur indirect de ce podcast, c'est vraiment les camps de jour. Fait que nous, on a une clientèle qui est très, très jeune, en fait. On a beaucoup de jeunes gestionnaires, là, à même pas 20 ans, ils sont déjà en poste de gestion, puis c'est un défi que je trouve très difficile. Moi, j'ai intégré les camps de jour plus tard. J'ai intégré, je pense que j'avais déjà 20 ans. J'ai été animateur, j'ai été accompagnateur, puis j'ai commencé en gestion. J'ai 25, fait que j'ai commencé en gestion quand j'avais 21 ou 22 environ. Ça a été tout un défi. Je n'avais même pas commencé, mettons, le certificat en leadership, puis j'ai passé à travers plein de défis. Est-ce que, si vous avez été gestionnaire dans une entreprise générale, avez-vous déjà été gestionnaire de jeunes adultes ou d'adolescents? Oui, j'ai fait de la gestion de bénévoles. Donc, dans l'OBNL où j'ai travaillé, on avait des équipes bénévoles.
souvent des jeunes bénévoles, et là, on n'a pas de lien d'autorité avec ces jeunes-là. Puis, je devais les mobiliser, je devais les intéresser à la cause qu'on mettait de l'avant. Et pour moi, ça a été révélateur parce que moi, j'étais un petit peu plus âgé que eux et elles à l'époque. Mais, et puis je me souviens, je suis quand même pas jeune, mais je me souviens quand j'étais jeune, quand on est jeune, on est curieux, on veut essayer des choses. Ce que j'aime aussi, c'est que si on fait des erreurs, on peut apprendre de nos erreurs aussi. Parce qu'en vieillissant, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et ça s'appelle l'ego. Quand on vieillit, l'ego devient plus gros. Puis c'est malheureux, mais je dis ça souvent, mais c'est ce que je constate aussi parce que j'enseigne aussi la gestion à des adultes plus âgés, des monsieur et des madames là, de 50 ans et 60 ans. Là. Puis de se remettre en question, c'est plus difficile parce qu'ils ont pris des plis. On prend des plis en vieillissant. Puis les plis que l'on prend sont pas toujours les bons. Puis des fois, de défaire les plis, là, il faut prendre le fer à passer, puis le mettre à steam, puis le mettre à high. Puis là, on essaie de faire disparaître le pli, puis ça disparaît pas facilement. Mais quand on est jeune, on n'a pas pris ces plis-là. Puis c'est ça que j'aime. Moi, j'enseigne mon baccalauréat à des jeunes étudiants. Puis ils sont curieux, puis ils n'ont pas de plis. Alors, ce que je veux leur montrer, c'est si vous avez à prendre des plis, ben prenez les bons plis, là, pour que le pantalon là, soit bien repassé. Là. Puis, donc, oui, j'ai déjà fait, puis j'aime beaucoup ça. Oui, c'est ça. Puis, vraiment. Avec les jeunes gestionnaires, mettons, est-ce que ce serait quoi, mettons, les pièges qu'on va rencontrer rapidement, puis que si vous voyez comme à répétition auprès de nouveaux gestionnaires qui embarquent. Puis, en fait, même jeunes ou pas, juste dans l'aspect de nouveaux gestionnaires, c'est quoi un des premiers pièges qu'on vient frapper? Le premier piège, quand on est un nouveau gestionnaire, c'est d'improviser. Puis l'improvisation, c'est pas mauvais en soi. Improviser, c'est on essaie quelque chose, puis on sait pas trop ce que ça va donner. Donc l'improvisation en soi, c'est pas mauvais, mais il faut apprendre aussi de notre improvisation. Parce que faire de la gestion, c'est plus que de l'improvisation. C'est de trouver les bonnes actions à poser pour garder les gens mobilisés, pour les stimuler dans les tâches qu'on leur propose et pour lesquelles on a besoin d'eux autres. Alors, le piège, c'est de ne pas apprendre des conséquences de nos actions. Ça, c'est, je pense, le premier piège. On fait quelque chose, on essaie quelque chose. Ah, ça marche pas, je vais essayer d'autre chose. Ah, mais ça marche pas, je vais essayer d'autre chose. Là, j'y ai parlé l'autre jour, là, puis il a pas aimé ça, ben là, je vais m'y prendre autrement. Mais ça n'a pas encore marché, ben là, je vais m'y prendre autrement. Donc, à chaque improvisation, il faut apprendre de ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Puis, pourquoi ça n'a pas marché? Puis la meilleure source d'apprentissage, c'est les autres. Donc, faire de la gestion, c'est d'avoir des impacts sur les autres, puis de vérifier auprès des autres pourquoi j'ai eu l'impact que j'ai eu. J'ai-tu eu l'impact que je voulais? Puis si j'ai pas eu l'impact que je voulais, pourquoi je l'ai pas eu? Donc, c'est les autres qui sont la principale source de nos apprentissages. Puis pour ça, faut-tu déjà, mettons, avoir il faut certainement avoir une relation de confiance avec la personne pour pouvoir se sentir à l'aise à prendre cette rétroaction-là? Oui. Oui, absolument. Mais il faut avoir confiance, puis il faut poser les bonnes questions. Puis être prêt à entendre les réponses qu'on va nous donner. Pour ça qu'en fait, toute une vie, le plus grand défi d'un gestionnaire, c'est son propre ego. Ah oui. C'est ça. Hein? Ben, l'ego, mais l'ego, quand c'est pas trop gros, ça s'appelle l'estime de soi. Puis l'estime de soi, c'est important. Il faut avoir de l'estime dans nous-mêmes, ça donne la confiance. Alors, si j'ai de l'estime dans moi-même, ben, j'ai la confiance que là, je pense que j'ai fait de la bonne chose. Je suis pas mal confiant que ce que j'y ai dit, c'était ce qu'il fallait que je lui dise. Puis je vais regarder comment il réagit à ça, puis je vais lui demander comment il réagit à ça. Je vais aller chercher cette rétroaction, je vais apprendre de ça. Puis il va me dire, ah, mais non, tu m'as dit la bonne chose, ce que tu m'as dit, ça m'a fait réfléchir. Ben là, si j'entends ça, je sais que j'ai fait la bonne chose. Donc, il faut aller chercher la rétroaction, puis il faut poser les bonnes questions aussi pour que les gens puissent nous donner une rétroaction qui va nous être utile à nous aussi. Il faut avoir une certaine confiance en sa capacité à prendre cette rétroaction-là, puis en ses propres capacités, mais pas avoir l'ego trop fragile pour tomber dans l'autre extrême où chaque critique envers moi est une attaque. Ouais, puis ça, quand on est plus jeune, on le prend personnel. Ouais, c'est ça. Puis moi, je le sais, je le prenais personnel quand j'étais jeune. Là. On me faisait une critique, puis là, c'était « Hey, t'as rien compris », puis c'était l'autre là, que je blâmais pour ça. Mais avant de blâmer l'autre, il faut se pencher sur soi et dire, OK, moi, y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Quelque chose que j'aurais dû faire différemment?
Et les gens aujourd'hui là, qui ont des belles carrières, là, les gens qui font de la gestion dans toutes sortes d'organisations, qui ont des belles réputations, quand on leur demande qu'est-ce qui leur a permis de se rendre jusque-là, ils vont dire, mais j'ai appris. Les autres m'ont beaucoup, beaucoup enseigné, m'ont beaucoup appris. Les autres, c'est des gens qui vont nous aider à apprendre à devenir meilleurs. Les autres nous rendent meilleurs. Puis les personnes qui nous tombent le plus sur les nerfs, là, c'est souvent les autres qui vont nous enseigner le plus de choses sur nous-mêmes. Là. Absolument. Puis des fois, on a tendance à s'éloigner de ces gens-là. Là. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut aller vers eux autres et dire, OK, qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire autrement pour que tu agisses différemment? Il faut avoir une grande humilité, en fait, pour pouvoir apprendre. L'humilité, ouais. L'humilité, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à acquérir parce que l'humilité, ça veut dire la vulnérabilité aussi. De dire, écoute, je me suis trompé, j'ai pas fait la chose comme il faut, je m'excuse, j'aurais dû m'y prendre autrement, j'aurais dû faire les choses différemment. Et de s'excuser, de reconnaître ses erreurs, ça amène la confiance chez l'autre. L'autre de dire, écoute, hey, je suis content que tu puisses prendre ce recul-là, puis que tu reconnaisses que tu aurais peut-être pu t'y prendre différemment pour me parler. Donc, ça crée la confiance de l'autre envers nous. C'est ça, parce qu'essentiellement, si je fais un parallèle avec l'aspect psychologique derrière, de comme quand un individu, mettons, qui ne présente pas des traits sociaux, fait face à de la vulnérabilité, ça vient directement augmenter la confiance, en fait. Tout dépendant le type de vulnérabilité, mais comme quelqu'un qui se met volontairement vulnérable dans les bonnes circonstances, tu vas dire, waouh, cette personne est courageuse, elle a la capacité de se remettre en question, elle a l'humilité de se remettre en question aussi, puis c'est quelque chose qui est très important, en fait, pour les nouvelles personnes en gestion, d'accepter que on va faire des erreurs, il va falloir en apprendre, puis qu'est-ce que je peux en ressortir de ces erreurs-là? Absolument. Ça, c'est une bonne leçon que j'aurais aimé apprendre avant de commencer, là, de comme, c'est pas parce que je fais une erreur que c'est de ma faute, mais c'est pas moi l'erreur, c'est le comportement, puis ça, il faut que j'en apprenne. Quand j'écoutais une de vos conférences que vous aviez données sur la mobilisation, vous avez fait un parallèle intéressant, pas un parallèle, mais une comparaison intéressante entre c'est quoi la différence entre la motivation puis la mobilisation. Est-ce que vous pourriez juste nous éclairer là-dessus pour qu'on puisse embarquer dans cette spécification-là qui est, à mon avis, très importante à comprendre dans un poste de gestion? Avec plaisir. La motivation, c'est très, très, très individuel. Les gens ne sont pas motivés par les mêmes choses. Il y a des gens qui sont motivés, par exemple, par le travail d'équipe. Ah, et là, on va travailler en équipe, ça va être le fun, on va pouvoir échanger ensemble. Si on les met dans des activités où ils sont en équipe, là, ils sont motivés. La motivation, c'est l'énergie que je suis prêt à mettre dans une tâche, par exemple, ou une activité. Puis les gens démotivés, ils n'ont pas d'énergie à mettre, puis souvent, là, ils sont passifs, puis ils ne participent pas comme on le souhaiterait. Donc, il y a différentes sources de motivation. Les gens ne sont pas motivés par la même chose. C'est pour ça qu'on pense souvent, et ça s'appelle en psychologie l'effet de projection, on pense que ce qui nous motive, nous, ça motive nécessairement les autres. Et ça, c'est une erreur, parce que moi, là, si j'aime ça, le travail d'équipe ou les activités d'équipe, la personne, elle, là-bas, peut-être que c'est pas ça qu'elle aime. C'est pas ça qui la motive. Elle, là, c'est l'activité individuelle, avec un livre ou une activité en solitaire. Ça la motive beaucoup. Donc, il faut comprendre que la motivation, c'est individuel. Mais quand on a une gang de monde là, qui sont tous motivés par des choses différentes, mais là, le défi, c'est de les mobiliser. Puis les mobiliser, c'est de trouver une source de motivation qui va plaire à tout le monde. Donc, de permettre à ces gens-là de s'investir dans des activités dans lesquelles ils vont trouver un petit peu de motivation individuellement. Parce que les gens qui sont mobilisés, c'est eux autres qui font bouger les choses, qui font avancer les choses. Une mobilisation, en fait, c'est que ça vient s'appliquer à l'ensemble d'un groupe versus... Fait que l'objectif, dans ce cas-là, c'est, mettons, tu vas avoir une équipe qui est performante ou une équipe qui apprend, tout ça, c'est d'y aller avec un objectif commun, en fait. Oui. C'est comme la première étape de la mobilisation, en fait, c'est déterminer un objectif commun pour rassembler les gens autour. Exactement. Puis, comment on fait pour trouver cet objectif commun-là qui peut, je dirais trouver parce que j'ai pas l'impression que tu identifies, que tu décides l'objectif commun. Tu dois l'identifier, le trouver. Comment on fait pour atteindre ça? Le meilleur truc pour que l'objectif soit commun, parce que le mot est commun ici, là,
il faut parler aux gens individuellement. Il faut leur présenter l'objectif. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois ça, toi? Puis les gens vont dire, ah oui, l'objectif, il fait du sens. Mais il va falloir aussi s'interroger sur les moyens qu'on va prendre pour y arriver. Puis c'est là que les gens peuvent trouver leur motivation. Donc, on présente un objectif, on dit, hey, on va faire cette activité-là, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens disent, ah oui, ça a l'air intéressant, on développe, par exemple, je sais pas, on fait un spectacle, on fait une activité quelconque, puis là, on se donne cet objectif-là là, de se mettre ensemble pour que cet objectif puisse se réaliser. Mais c'est souvent dans les moyens qu'on va prendre que les gens vont trouver leur source de motivation. OK. Fait que, puis mettons dans un cadre mettons qu'on vient au camp de jour en tant que tel. Là, c'est complexe le métier du camp de jour parce que c'est des jeunes, même des adolescents qui doivent s'occuper d'enfants, de groupes d'enfants de comme 10, 12, 15 enfants, puis ils ont généralement soit peu d'expérience de travail et ou peut-être même juste un cours de gardiennage averti ou des choses comme ça. Puis faut trouver une manière, en tant que, mettons, coordonnateur, de motiver ces gens-là, ou du moins mobiliser ces gens-là à augmenter le plaisir de d'autres individus. Tu sais. Comment on pourrait structurer un genre d'objectif commun à ce niveau-là? Tu sais, ce serait quoi les moyens, pour quelqu'un qui est très, très... je pense que ces gens-là vont peut-être moins se retrouver dans ce type de métier très social, mais mettons quelqu'un qui est plus introverti ou artistique ou quelque chose comme ça. Comment on ferait pour aller chercher quelque chose qui vient mobiliser ou motiver cette personne-là? Lui proposer des choix. Donc, pas lui imposer un objectif, mais proposer plusieurs objectifs. Réfléchir à plusieurs objectifs, plusieurs activités. Dire, OK, qu'est-ce que tu aimerais faire? Dans quelle activité tu aimerais t'investir? C'est quoi? Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Et encore une fois, le grand danger, je parlais de l'effet de projection, c'est de penser que les gens aiment ce que nous, on aime. C'est une grave erreur. Hein? Donc, on peut proposer des activités, des choix, puis permettre aux gens de choisir là-dedans. Puis, quand on permet aux gens de choisir, ça leur donne le sentiment ils sont importants. Il n'y a personne qui aime se faire imposer quoi que ce soit. Là. Même quand on est jeune, là, on sait, les papas, les mamans, arrête de me dire quoi faire, là, je suis capable. Ouais, c'est vrai. Oui. Des fois, c'est vrai aussi. Ils sont capables. Là. Si on leur donne le choix, on propose des choix. Puis une fois que le choix est fait, ben là, OK, comment on va faire pour y arriver? Là? Comment tu vois ça? Les jeunes ont plein d'idées. Hein. Il s'agit de les interpeller là-dessus. Puis surtout, de tenir compte du point de vue de tout le monde autant que faire se peut. Parce qu'il y a des jeunes qui parlent moins, sont plus réservés, sont plus en retrait, puis il faut qu'on soit inclusif, il faut inclure tout le monde. Puis des fois, la personne qui dit pas un mot, c'est peut-être elle qui a des bonnes idées. Là. Donc, il faut aller vers elle, cette personne-là, ce jeune-là. Écoute, je t'ai pas entendu, t'aurais-tu quelque chose à me dire là-dessus? Ah, puis là, elle va hésiter. Puis là, oui, ben écoute, là, on est patient, on la laisse s'exprimer. Les jeunes ont toujours des bonnes idées. Il s'agit de leur donner la chance de l'exprimer. C'est d'aller chercher ceux qui ont pas l'air en fait, ceux qui parlent pas beaucoup pour essayer d'aller ressortir ce qu'eux, ils mijotent dans leur tête depuis que le sujet a été apporté. Parce que eux, contrairement à quelqu'un de super extraverti qui réfléchit à voix haute, eux, ils réfléchissent en dedans puis ils parlent seulement s'ils trouvent que c'est nécessaire. Absolument. Mais des fois, il faut que tu ailles chercher le nécessaire. Absolument. C'est intéressant, ça. C'est une des choses que vous avez mentionné la projection beaucoup. C'est une chose que moi, j'ai remarqué. C'est ça que je faisais constamment. J'étais comme, moi, j'aime ça, les activités de groupe. On va faire plein d'activités de groupe, mais c'est comme, pourquoi est-ce qu'il y a genre le tiers qui vient jamais? Il aime pas ça, les activités de groupe. Autant qu'il aime le métier, le travail, tout ça. Moi, j'étais comme, c'est comme ça qu'on fait un esprit d'équipe. Excusez. Il y avait une notion à un moment donné dans un des cours que vous nous aviez donné, c'était dans le cours d'habileté politique. Oui. Qui était au niveau de l'influence. Oui. Puis, je voulais savoir, en fait, pour ceux qui sont plus familiers que ça avec le terme influence, ce serait quoi juste une définition rapide de c'est quoi l'influence? Ben, l'influence, c'est quand les gens font ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est tout. Aussi simplement que ça. Tout simple que ça. On entend souvent parler de comme tous les types de pouvoirs, le genre autoritaire de comme je vais te dire quoi faire. Puis même nous, dans nos formations qu'on a sur le leadership, les coordonnateurs je suis plus coordonnateur, mais quand j'étais coordonnateur, il y avait toute cette portion-là de comme le pouvoir, puis utiliser une force, mais une force comme tranquille pour influencer et tout. Puis on avait eu des conférences là-dessus, mais une des choses que moi, il m'avait marqué, c'était comment les gens font face à ce genre de jeu politique-là. Comment les gens, se positionnent sur tout ça. Puis, je voulais savoir, mettons, en tant que gestionnaire, comment on fait pour déterminer qui sont, mettons, les joueurs importants
dans notre environnement, puis comment on fait pour les mobiliser davantage, puis les emmener vers l'objectif commun qu'on veut pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, mettons, influencer les autres. La première chose à faire dans ces circonstances, c'est de développer avec ces gens-là ce qu'on appelle une relation d'alliance, de voir les gens comme des alliés. C'est pas quelque chose avec laquelle on est habitué. Hein. Quand on regarde des collègues, c'est un collègue, elle, je la connais depuis 2 ans, ou on travaille ensemble, on s'est déjà vu dans un camp de jour. Là. Nos relations, on a tendance à les banaliser très souvent. On se connaît, elle sait comment je suis, puis je la connais, je sais comment la prendre. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans un contexte où on fait des choses ensemble, je propose qu'on change notre perception des relations qu'on a avec les autres et de les voir comme des alliés. Okay. Un allié, c'est quoi ça? Un allié, c'est quelqu'un, quand on le regarde, on dit, hey, toi, là, on a des choses en commun. On partage le même objectif. On veut tous les deux faire en sorte que l'objectif se réalise. Parce que des alliés, ils travaillent ensemble pour un objectif commun. Donc, on présume toujours que les gens sont nos alliés. On ne devrait pas tenter de leur faire passer un test. Là. C'est pas ça l'idée. On présume. Là, fais ce test-là pour moi. Ouais, c'est ça. Faire ça, on est alliés. Good. On va présumer qu'ils sont nos alliés. Donc, quand on regarde des gens comme étant des alliés qui sont intéressés par l'objectif qu'on va leur proposer, bien là, ça va changer notre regard là-dessus. Donc, deuxièmement, la façon de les approcher, ces alliés-là, c'est de mettre sur la table qu'est-ce qu'on a en commun. Quels sont les avantages qu'on aurait tous les deux à faire en sorte que l'objectif arrive ou se réalise. Parce que les alliés ont toujours quelque chose il y a quelque chose de bénéfique qu'ils vont tirer de travailler ensemble. C'est quoi que les gens cherchent? Je cherche, par exemple, toi, tu es bien organisé, puis moi, je suis plus dans le mode d'improvisation. Ben, ensemble, on va pouvoir travailler parce que toi, tu vas m'aider à me structurer, puis moi, je vais te donner des idées que tu pourras peut-être utiliser ensuite. Donc, il y a tout le temps des complémentarités comme ça qu'il faut chercher. Les complémentarités, c'est pas des oppositions, hein, c'est des choses qui fonctionnent ensemble. Il faut les mettre ensemble. Donc, les alliés sont toujours complémentaires dans quelque chose. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un peut apporter que moi, je ne pourrais pas apporter. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter que moi, je ne peux pas apporter? Puis moi, qu'est-ce que je peux apporter que toi, tu ne peux pas apporter pour que notre objectif se réalise? Puis la troisième chose, mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Toi, tu fais ça, moi, je vais faire ça. Toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans les efforts que les alliés vont faire pour que l'objectif se réalise. Fait que, essentiellement, la première étape, c'est d'identifier les gens autour de toi comme des alliés. Toujours. Après ma barre, ce sont des gens qui ont des objectifs communs avec moi. Ouais. La deuxième étape, c'est de focusser sur ces objectifs communs-là, puis d'être capable de déterminer voici c'est quoi qui pourrait arriver si on est bien. Ouais. Puis la troisième étape, c'est de travailler ensemble, d'être complémentaires pour pouvoir avoir... En fait, c'est comme le principe de la Gestalt, là, le tout est plus que l'ensemble de ses parties. C'est quand on est ensemble, on est plus... 1 plus 1 fait 11, en fait. C'est exactement ça. C'est intéressant, exactement ça. Dans le cours que vous nous aviez donné, vous avez identifié aussi comment les gens y interagissent face à ce jeu-là de politique, puis qu'il y a du monde qui vont vraiment être beaucoup dedans le désir d'influencer les autres ou le désir de participer, réfléchir, à augmenter, monter la hiérarchie, puis il y a du monde qui vont vraiment pas être là-dedans. Comment on fait en tant que gestionnaire pour s'assurer que les personnes qui soit veulent absolument monter la hiérarchie ne viennent pas à l'encontre des besoins de l'entreprise pour leurs propres besoins personnels, mettons, ou dans le cadre, mettons, des animateurs, qui viennent pas à nuire l'équipe de travail ou l'ambiance de travail parce qu'eux, ils veulent vraiment monter ou ils veulent vraiment montrer qu'ils ont de l'autorité, mais en même temps, les diriger vers la bonne direction, en fait. C'est une bonne question. Hein? On parle de jeux, les jeux de pouvoir. Hein? Moi, je veux monter, je veux influencer. Hein? C'est justement un jeu. Puis quand on parle d'un camp, ben, dans un camp, il y a des jeux. Quand on fait un jeu, quand on joue avec les autres, on fait, par exemple, je sais pas, on fait une activité, puis on joue ensemble. Puis on est dans la même équipe. Ben, tout le monde dans l'équipe veut gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça qu'on perde ». Tout le monde veut gagner. Tout le monde va contribuer à sa façon à ce qu'on gagne. Hein. La contribution ne sera pas la même, mais tout le monde va apporter sa contribution. Puis si j'ai un collègue là ou quelqu'un dans l'équipe qui est moins bon que moi, ben mon réflexe, c'est que je vais l'aider pour qu'il soit meilleur. Parce que s'il est meilleur, on va gagner. Ça augmente nos chances de gagner. Si je peux l'aider à être meilleur, je vais le faire. Donc, il faut garder en tête que même si je veux monter, je veux avoir un poste, je me vois dans cette position-là, il faut toujours se poser la question,
Est-ce que le jeu il est gagnant? Gagnant pour moi, premièrement. Est-ce qu'il est gagnant pour tout le monde? Puis ce qui est gagnant pour l'organisation, là, pour l'entièreté du groupe, là. Il faut que ce soit win-win, cette game-là. Il faut que ce soit gagnant. Il faut s'arranger pour que ce soit. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Il faut s'arranger pour que tout le monde ait du plaisir dans cette game-là, dans ce jeu-là. Puis, quand on voit qu'il y a des gens qu'eux, ils priorisent, mettons, plus leur propre victoire, mettons, plutôt que la victoire individuelle, comment on fait pour gérer ça, pour encadrer ça ou pour peut-être plus aligner, en fait, ça? Bien, on peut sensibiliser la personne aux conditions qui ont fait qu'elle a gagné. Pourquoi tu penses que tu as gagné? Qu'est-ce qui explique ton succès? Puis quand on demande cette question-là à quelqu'un, la personne n'a pas le choix que de prendre du recul et dire, ben là, c'est parce que là, tu sais, on a joué ensemble, puis lui, il m'a passé le ballon, puis j'ai pu faire un but, puis là, donc forcément, la personne réalise que la victoire, c'est une victoire partagée. On peut avoir fait le but victorieux, on peut s'être démarqué parce qu'on est bon, là, on est vraiment bon. Puis il y en a qui sont bons, là, dans toutes sortes de jeux, là. Tant mieux, puis on est heureux. On veut ces gens-là. On veut ces gens-là. Mais la victoire ne vient jamais seule. Elle est toujours collective. Puis il n'y a pas de petite contribution. On a tendance à croire que « Oh, toi, tu as été bien meilleur que lui. » Oui, peut-être. Mais lui a aussi contribué à sa façon, au mieux de ses compétences et de ses connaissances et de ses habiletés. Donc, quand on reconnaît la contribution de tout le monde, là, ça crée une équipe gagnante. Puis la personne qui n'a pas eu une grande contribution, on peut peut-être l'aider pour que sa contribution soit meilleure. Ça fait une équipe encore plus forte. Et je pense que c'est une posture, c'est une approche qu'on doit adopter, ça. Ouais. D'aller, c'est quoi donc, la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible, c'est ça? Fait que si tu renforces les personnes qui ont plus de la difficulté à mettre d'avant leur capacité, tu renforces tout le monde en même temps. Fait que quand il y a quelqu'un qui prioriserait, mettons, ses intérêts personnels, des choses comme ça, en fait, c'est d'y montrer, essayer de conscientiser la personne ou de l'emmener à remarquer que les autres ont fait une grande contribution quand même pour l'atteindre l'objectif, puis que c'est pas bon pour personne de juste focusser sur ce que cette personne-là fait de bien, genre, puis que les autres ont moins bien fait. C'est intéressant, ça. Fait que c'est... On ne va jamais regretter de rendre des gens meilleurs. C'est sûr que si on m'avait dit ça quand j'avais 18 ans, j'aurais dit, ouf, hey, hein. Mais là, j'ai pas mal plus que 18 ans, là. Puis moi, j'ai eu la chance incroyable, formidable, d'avoir des gens qui m'ont rendu meilleur. Puis qui m'ont fait gagner, alors que je n'étais pas si bon que ça, puis ils m'ont rendu meilleur. Puis là, j'ai fait gagner l'équipe. Et ces gens-là, ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait quand on a 17, 18 ans, c'est super parce qu'on a la vie devant nous, mais déjà, on peut rendre des gens meilleurs, même quand on est très, très jeune. Puis c'est souvent quand on est jeune qu'on peut avoir encore plus d'impact. Comment ça? Parce que on n'a pas pris les mauvais plis. Hein? On n'a pas pris les mauvais plis, puis... Et ça, c'est un atout quand on est jeune. Je ne dis pas qu'en vieillissant, on va nécessairement prendre les mauvais plis, mais si on côtoie des gens qui nous rendent meilleurs, on va éviter de prendre les mauvais plis. Ce serait quoi les mauvais plis? On avait parlé de l'ego tantôt, mais l'arrogance, la surconfiance. Moi, je suis capable de tout faire, puis moi, là, je suis capable, puis je vais jamais me tromper. De ne pas écouter quand les gens ont des choses à nous dire. De focaliser notre attention sur ceux qui sont les meilleurs, puis de ne pas tenir compte de ceux qui sont peut-être moins bons, mais qui pourraient le devenir et qu'on pourrait aider à devenir meilleurs. On parlait de projection tantôt, de penser que tout le monde aime comme ce que j'aime. De penser que on n'a rien d'autre à apprendre, alors qu'on a plein de choses à apprendre, puis en vieillissant, il y a encore plus de choses qu'on ne connaît pas, qu'on doit apprendre. Donc, il y a des mauvais plis comme ça, des fois. Puis, les personnes qui m'ont rendu meilleur, ben, ont mis en lumière ces mauvais plis. Alors, je peux-tu raconter une petite anecdote? Absolument. Je parlais de Monique tantôt, là. Oui. Moi, je sortais d'HEC en 1900... Là, je vais dire l'année 1981. Je venais de diplômer de HEC Montréal. Ça s'appelait à l'époque l'École des hautes études commerciales. Puis quand on sortait d'HEC, on nous disait, vous êtes l'élite de la gestion, vous allez changer le monde. Ouais.
Et, ce discours-là, il est moins là maintenant. heureusement. Ça me semble, oui, parce que... Heureusement, mais à l'époque, c'était le discours. Là. Vous êtes l'élite, vous êtes les meilleurs. Au début, ouais. Oui, puis c'était très élitiste HEC, puis l'École des hautes études commerciales, c'était l'institution par excellence. Alors moi, je suis sorti d'HEC, j'avais la grosse tête, là, une grosse tête. Là. Puis ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon emploi, puis Monique, elle me fait venir à son bureau. Puis moi, je suis convaincu que c'est pour me dire... on est tellement content de t'avoir embauché. Écoute, moi, j'attendais les compliments. C'est sûr qu'elle va me dire que je suis extraordinaire. J'arrive dans son bureau, je m'assois, puis Monique a dit, Pierre, je vais te poser une question, mais je n'ai pas de réponse. Et là, je lui dis, voyons donc, Monique, moi, j'ai les réponses à tout. Voyons là. Je connais tout, mais là. Sais-tu à qui tu parles? J'avais 21 ans, là. Je n'étais pas vieux, là. Oui, non, c'est... Moi, je connaissais tout, là. J'ai fait en HEC. La question qu'elle m'a posée, en 81, puis on est en 2026, là, je m'en souviens encore. Elle m'a dit, Pierre, je vais te poser une question, mais je ne veux pas que tu y répondes. Tu vas me revenir avec ta réponse dans 1 semaine ou 2, mais pense-y. La question qu'elle m'a posée, c'est comment penses-tu que les gens se sentent en ta présence? Ouh! Et là, j'ai commencé à répondre parce que moi, elle dit, pense-y. Ben, j'y ai pensé. Puis ce que j'ai compris, ben, les gens, est-ce qu'ils se sentent écoutés quand ils sont en ma présence? Est-ce qu'ils se sentent accueillis? Est-ce qu'ils se sentent traités avec bienveillance? Est-ce qu'ils se sentent traités avec respect? Est-ce qu'ils se sentent traités avec ouverture? Puis j'ai dû conclure que non, c'était pas ça. Donc, elle m'a rendu meilleur. Monique m'a rendu meilleur. En faisant réaliser l'impact qu'elle avait sur les autres. Puis, c'est une très bonne question, ça, parce que je trouve que ça vient chercher plusieurs facettes, en fait, relationnelles dans ce niveau-là. T'as, ta propre perception de comment les gens te voient, puis 2, ça vient te confronter à un certain point, t'as pas le choix d'être observateur de réellement comment les gens te voient. Puis, comment vous avez fait pour changer cette perception-là que les gens avaient de vous qui n'était pas nécessairement orientée vers des caractéristiques positives, vers, mettons, la personne que vous êtes devenue après, qui dégage ces caractéristiques positives? J'ai demandé de la rétroaction. Les gens, eux, m'ont appris, ils m'ont enseigné. Ce que je ne faisais pas avant. Je me disais, mais là, s'il ne réagit pas bien, c'est son problème. Mais c'était mon problème. Je n'avais pas dit les choses de la bonne façon. Donc, d'aller chercher cette rétroaction des autres. Les autres seront heureux de nous la donner. Des fois, ils vont dire, oh non, c'est correct. Là, non, j'ai compris ce que tu m'as dit. Là, j'ai pas de questions. Puis des fois, ils vont dire, ah ben là, je suis content que tu me poses la question parce que je n'osais pas te le dire. Tu sais, quand tu me dis ça sur ce ton-là, j'ai trouvé ça un petit peu sec. Puis là, je savais pas trop comment te dire. Ah ben écoute, merci beaucoup. Mais là, la prochaine fois, je vais essayer de faire attention. Donc, les personnes, à partir de ce moment-là, à qui j'ai demandé cette rétroaction, m'ont rendu meilleur. Donc, moi, j'ai été entouré de gens là, qui, pendant toutes ces années, qui m'ont rendu meilleur parce que j'ai demandé cette rétroaction. J'ai fait preuve de vulnérabilité aussi parce que souvent, je lui ai dit, ben, je m'excuse, j'ai pas fait la bonne chose, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire les choses comme ça, je le regrette. Puis, aussitôt que les gens entendent nos regrets sincères, là, ils vont vouloir nous aider. Ah, ben, écoute, Pierre, écoute, si je peux te donner un conseil, ah, ben oui, je prends tous les conseils. Donc, voilà, moi, ça a été la meilleure école. En fait, ça a été vraiment ça. Est-ce que la rétroaction, j'imagine, a eu un impact aussi, sinon peut-être même plus grand que toutes les années d'études que vous avez faites? Oui. Parce que ça en dit sur toi et non juste sur la théorie. Ben oui, les études, c'est bien intéressant. J'encourage tout le monde à étudier. Là, les études, on apprend des choses, puis ça nous ouvre les horizons, mais... la meilleure école pour moi, ça a été cette rétroaction que les autres m'ont donnée, mais que j'ai sollicitée aussi, parce que les gens ne veulent pas nous la donner des fois. Surtout dans une position d'autorité. Ben voilà, que moi, je ne vais pas y dire ça. Donc, c'est mon coordonnateur du camp. Là, je ne dirai pas ça, puis j'en parlerai pas. Mais quand on est dans un poste de coordination, dans un poste où on a des gens avec qui on travaille, je pense qu'il est pas mal de notre responsabilité de demander cette rétroaction-là. Puis de s'ouvrir à la rétroaction, puis de l'écouter aussi. Là. Parce que des fois, on demande la rétroaction, puis on est prêt à la justifier. Justifier pourquoi on a fait ça. Là. Aussitôt que quelqu'un nous donne un commentaire, oui, mais là, il faut que tu comprennes, puis on commence à se justifier. Il ne faut pas faire ça. On écoute. On écoute, on prend note, on n'essaie pas de se justifier, parce qu'à partir du moment où on essaie de justifier ce qu'on a fait, là, la personne devant nous, elle va arrêter de nous donner de la rétroaction. Ou pire, elle va nous dire ce qu'on veut entendre.
Ouais. Puis là, on n'apprend rien, là. Non, c'est ça. C'est que tu te mets à embarquer dans une sorte de loop qui te ramène tout le temps à tes comportements. Puis, Exactement. pour, mettons, quelqu'un qui aurait peur là, d'aller chercher cette rétroaction-là ou qui dira mais c'est parce que mon équipe est trop immature pour me donner de la bonne rétroaction, des choses comme ça. Ce serait quoi l'approche à avoir avec ces individus-là? Moi, je dirais à ces personnes de trouver une personne en qui ils ont vraiment confiance et de solliciter cette rétroaction-là d'une personne. Il y a toujours quelqu'un dans un groupe avec qui le lien de confiance est peut-être plus fort. Ou je dirais peut-être la relation est naturellement positive parce qu'on on a les mêmes affinités, les mêmes idées. Là. Quelqu'un avec qui ça clique. Donc, aller voir quelqu'un avec qui ça clique, là, puis écoute, qu'est-ce que tu penses que j'ai dit l'autre jour? Tu sais, l'autre jour, quand j'ai fait ce commentaire-là, comment tu penses que ça a été reçu? Là? Donc, les gens en qui on a confiance, ils savent qu'on leur fait confiance. Donc, ils sont plus aptes à nous donner une rétroaction honnête de ce qu'on a fait. Tu commençais avec un seul individu, en fait. Ouais, pas nécessairement ouvrir Il y avait comme un des principes qu'on avait vu dans le cours, je pense que c'était apprentissage organisationnel, qui était la rétroaction, c'était quoi? Mais c'était comme de groupe ou genre encerclé puis tout. Le but, c'est pas de commencer là-dedans. Là. C'est vraiment une personne de confiance. Une personne à la fois. Ouais. C'est intéressant, ça. Puis, est-ce que pour quelqu'un, mettons, pour un gestionnaire ou un coordonnateur, la rétroaction, est-ce que ça a la même importance, peu importe le niveau hiérarchique que ça vient, ou il y a des choses qu'il faudrait peut-être réfléchir ou prioriser selon nos objectifs? Mettons, j'aimerais ça m'améliorer sur X, je suis mieux d'en parler, mettons, à un de mes animateurs ou à, mettons, un agent qui est une coche de plus au-dessus ou au bureau directement, ou mes collègues, même mes coordonnateurs adjoints ou adjointes? Ben, c'est une bonne question. La rétroaction, elle peut porter sur différentes choses. Hein. Dans un camp, il y a des éléments qui sont non négociables. La sécurité des jeunes, les bonnes pratiques, tout ça. Ça, il faut demander de la rétroaction rapidement, là, parce que on ne veut pas mettre en péril qui que ce soit, là, on veut faire les choses correctement. Oui. On veut que ça respecte les attentes aussi de ce qu'on dit à offrir aux parents. Là. Voilà. Donc, moi, je pense que cette rétroaction-là, elle est très importante d'aller la chercher. Si je ne suis pas sûr de bien faire les choses, là, est-ce que je respecte les règlements ici? Est-ce que je respecte les bonnes approches? Là, il faut aller la chercher rapidement. Là. Auprès d'un supérieur. D'un supérieur, par exemple, qui va dire « Ah non, ça, c'est pas même qu'on fait ça, laisse-moi t'expliquer. » Ça, là, je dirais que c'est peut-être le premier type de rétroaction qu'il faut aller chercher si on n'est pas sûr. Là, l'activité, est-ce qu'elle est sécurisée ici? Est-ce que les règlements me permettent de faire cela? Si on n'est pas sûr, on va la chercher rapidement. Deuxièmement, le deuxième type de rétroaction qu'il faut aller chercher, c'est celle par rapport à nos actions sur les autres. J'ai-tu bien expliqué l'activité? Est-ce que tu te sens rassuré ici par rapport aux consignes que je t'ai données? Comment tu vis avec l'idée de faire l'activité avec Jean-Guy ou Julie, par exemple? Donc là, on va chercher la rétroaction des autres là, par rapport aux consignes qu'on leur a données, par rapport aux informations qu'on leur a partagées. En fait, est-ce que l'objectif que j'ai derrière mon message a été reçu? Puis est-ce que ce que j'ai dit est perçu comme je voudrais qu'il soit perçu? Voilà. Okay. Parce que des fois, les gens, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Ils disent, non, là, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il n'a rien compris? Oui, c'est peut-être parce que moi, je me suis mal exprimé. Mes consignes n'étaient pas claires. Ça, c'est le deuxième type de rétroaction qu'il faut aller chercher. Après la première, là, qui est au niveau plus activité. Très sécuritaire. Très sécuritaire, dans le respect des règlements, des bonnes pratiques et tout. La troisième rétroaction, c'est par rapport à moi-même. Là, de demander aux gens, mais qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire différemment maintenant? Qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi mes qualités selon toi? Puis c'est quoi mes zones d'amélioration potentielle, par exemple? Ça, c'est plus difficile à demander à quelqu'un, mais si on veut devenir meilleur, puis si on veut que les gens nous rendent meilleurs, il faut faire ça, là. Donc, ces trois types de rétroaction-là, pour moi, sont importantes, je pense, dans un contexte de camp de jour. Puis peu importe à qui tu le demandes, il faut aller chercher cette information-là aussi. Absolument. C'est vraiment intéressant. Tout ça, c'est sûr que ça me ramène dans beaucoup de souvenirs que moi j'avais que genre, j'aurais tellement dû aller chercher juste une rétroaction de ça, là, ce que je viens de faire. Là. Est-ce que ça a été comme, genre, perçu de telle manière ou d'une autre façon que j'aurais même pas pu remarquer? C'est très... j'espère, en fait, qu'avec ça, les nouveaux, puis même les coordonnateurs actuels et tout, puis même, je veux dire, peu importe, tout le monde qui entend ça, va vouloir prendre le réflexe d'aller valider ses perceptions, des perspectives, d'aller valider tout ce qui est est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que c'est bon, tu sais, à un certain point, il faut savoir que tu fais les choses correctement, pas obligé d'aller chercher la rétroaction tout le temps. Ça me fait penser, c'est comme une bulle. Là. Moi, je ne sais plus à qui j'avais parlé,
Mais il parlait justement de l'idée des équipes de ma génération, la génération Z. Il avait mentionné que une des caractéristiques qui était très, très courante chez les gens de ma génération, c'est le besoin de rétroaction. Comment on fait pour calibrer, donner juste assez de rétroaction pour que la personne se sente valorisée, mais pas toujours trop en donner qui fait en sorte que la personne n'est seulement motivée que par la rétroaction positive? On veut de la rétroaction si cette rétroaction, elle est bien intentionnée. C'est quoi l'intention? Parce que des fois, quand on donne la rétroaction, des fois, on la donne, puis on veut montrer comment on est bon par rapport à la personne à qui on la donne. Puis ça, c'est pas de la bonne rétroaction parce que c'est pas l'intention de la rétroaction. C'est pas de montrer à l'autre, hey, moi, je suis meilleur que toi, j'en sais plus que toi, puis je te donne ça parce que toi, tu le sais pas. Si c'est ça l'intention, c'est pas de la rétroaction. La rétroaction, c'est je te donne cette rétroaction-là pour que j'espère que tu puisses t'en servir, que ça te soit utile, que ça te permette d'apprendre quelque chose et de devenir une meilleure personne. Alors, de devenir une meilleure personne, c'est d'être capable de dire les choses qu'on apprécie. Parce que de dire à quelqu'un, voici, quand tu fais ça, moi j'aime ça, parce que je trouve que c'est rassurant, c'est clair, c'est pas imposé, on sent qu'on a du choix dans ce que tu nous proposes. Je trouve que tu nous traites de façon respectueuse et tu fais preuve d'ouverture quand tu fais les choses de cette façon. Donc ça se dit, puis il faut le dire. Il faut être capable de dire aussi, ben ça, quand tu fais ça, ben voici comment moi je vois ça, c'est quoi l'effet que ça a sur moi. Il faut donner du positif quand la situation le permet, puis il faut donner aussi du constructif quand la situation l'exige. Donc, je dis souvent, les gens vont jamais se lasser de se faire dire qu'ils sont appréciés pour ce qu'ils ont fait, qu'on apprécie ce qu'ils nous ont dit ou que la façon dont l'activité a été organisée. Les gens vont toujours apprécier avoir cette rétroaction, même s'ils ne vont pas la demander. Puis, il faut savoir aussi donner une rétroaction constructive quand on pense que les choses auraient pu être faites autrement. Il ne faut pas juste faire un des deux, il faut faire vraiment les deux. Il faut faire les deux. Puis, moi, on m'avait enseigné quand j'étais étudiant, on m'avait dit, il faut faire la sandwich, là. On commence par le positif. Le positif, on met un petit peu de négatif, on met du positif. Les recherches ont démontré que ça marche souvent pas c'est très ça bien. Nous, je ne sais plus c'est quel enseignant qui avait dit ça, mais la personne avait vraiment dit le sandwich de merde. C'était vraiment ça. C'était le sandwich de merde parce que oui, tu as ton beau compliment ou ta belle rétroaction positive, mais après, c'est comme la personne finit par juste comprendre que c'est ça que tu fais. C'est ça. Que c'est juste dans l'objectif de donner ça n'a pas l'impact que tu veux. Voilà. Et ce serait quoi, mettons, la bonne manière dans ce cas-là de donner la rétroaction constructive? Le faire séparer. De ne pas diluer le positif et le négatif. Il y a de la critique constructive, mais là, je te la donne. Puis, mais si je te la donne, c'est parce qu'avant-hier, je t'ai donné aussi un feedback positif. Mais ça a été positif, là. C'était pas, là, ça, c'est bien fait, mais là, le mais, là, on met le mais, là, on met ça de côté. Dès qu'il y a un mais, on oublie tout ce qu'il y a. On oublie tout. On met ça de côté. Hey, j'apprécie beaucoup, là, tu nous as vraiment bien entourés et encadrés dans cette activité. C'était super. Moi, j'ai eu hyper du fun. Merci beaucoup. Point. On arrête ça là. Point. Plus tard, on embarquera sur ce qui a amélioré. Après-demain, écoute, là, tu sais, quand tu as fait ça, il me semble que là, il y en a qui ont été un petit peu insécurisés par rapport à tes consignes, puis on n'a pas trop compris ce que tu t'en allais avec ça, puis ça n'a pas été concluant. Tu sais, comment on aurait dû faire les choses, autrement. Bon, OK, là, c'est constructif. Mais il faut séparer les deux. Puis, ça me fait penser, tu sais, vous avez mentionné, ça l'a rendu des gens peut-être insécures dans leur compréhension de les instructions que tu as dit. Une des choses, tu sais, qu'on vient de dire au niveau, avant même d'aller à la rétroaction, c'est s'exprimer pour nommer les choses. À quel point c'est important, mettons, en fait, définitivement, c'est important de savoir s'exprimer, mais ce serait quoi, mettons, une bonne communication d'une directive à quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus sur comment on fait pour nommer une règle pour s'assurer qu'elle soit comprise, entendue ou communiquer les objectifs, en fait. C'est sûr que le message qu'on veut passer est reçu comme on souhaite. Moi, mon truc à moi, là, c'est
demander à la personne, qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Simplement, directement, juste à la fin, Ouais. qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Là? Puis là, les gens vont reformuler dans leurs mots ce qu'ils ont compris. Là, on dit, oh, là, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas clarifié, donc là, on revient par la suite. C'est très simple. Moi, ça marche à tout coup. Je dis souvent à mes étudiants, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je viens de vous expliquer? Là? OK, là, ça sort de tout bord de côté. Puis là, je dis, OK, non, là, j'ai pas été clair dans mes explications. On va recommencer. J'ai répété mes explications. Puis les gens apprécient qu'on leur demande parce que... Mais il faut le faire avec ouverture parce que s'ils se sentent piégés, là, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Puis là, la personne a dit, OK, là, il va me juger si j'ai bien compris. Il faut écouter ce qu'ils vont nous dire. Il faut accueillir ce qu'ils vont nous dire. Il faut le faire d'une place de bienveillance. Totalement. La bienveillance, hein, c'est un mot que j'aime beaucoup. Dans mon temps, le mot n'existait pas. Là. Ben, il existait, mais on ne l'utilisait pas. Mais aujourd'hui, c'est un mot important. Puis ça me rappelle, j'étais à une activité cette semaine organisée par HEC Montréal. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Puis HEC organisait une activité, c'était une activité réalisée par l'Association des étudiants du MBA. Okay. Donc, c'est souvent des étudiants qui ont déjà un travail, qui sont dans des postes de direction, sont établis. Et il y a un groupe d'étudiants au MBA qui sont des étudiants noirs qui ont décidé de lancer un réseau pour les étudiants noirs au MBA. Puis on m'a invité. J'ai dit, avec plaisir, moi je vais y aller. Absolument. Et j'enseigne au MBA, donc c'est une ancienne étudiante à moi à qui j'ai enseigné. Puis dans le discours qui a été fait au début de l'activité, elle disait, on parle beaucoup des safe space, hein, des safe space, des espaces bienveillants. Mais il faut aussi mettre de l'avant les brave space, donc les espaces où on va se dire les choses. Ben oui, absolument. La bienveillance, c'est super important, mais il faut savoir se dire les choses qu'on ne va pas nécessairement entendre. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur. Donc, les brave space, vraiment, moi, j'ai dit les brave space, les espaces de bravoure, là, où on va se dire les choses que, là, j'ai pas aimé ça quand tu as dit ça ou quand tu as fait ça. Puis est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir améliorer les choses aussi. Donc oui, la bienveillance, mais de dire quelque chose qui pourrait déranger un petit peu, mais qui va ouvrir la discussion. Le dialogue qui va en découler, ça va être bon, là. Mais il faut avoir le courage de dire des choses des fois, de nommer des injustices, de nommer des choses qu'on n'a pas aimées. En disant, ça, j'ai pas aimé ça quand j'ai vu ça. Ça, j'ai pas aimé ça. Puis, ça m'a dérangé un petit peu. Là. De le nommer, c'est déjà du courage. Ouais. Mais de le nommer, ça nous permet déjà de voir comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise, par exemple. Donc, des espaces braves comme des espaces sécuritaires, oui. Des espaces de courage aussi. Puis, comment on fait pour instaurer cette culture-là où est-ce que les gens se sentent à l'aise de partager les choses qui peuvent venir les déranger ou qui peuvent venir à l'encontre de leurs objectifs? Je pense que ce type d'espace-là, ça peut se faire en très petits groupes. Okay. C'est pas quelque chose que je ferais avec 20 personnes. Okay. En groupe de 2 ou 3. On voit qu'il y a quelqu'un qui semble indisposé par quelque chose, une situation, ça semble le déranger. Là. Hey, on peut-tu se réunir à 3 ou 4 puis t'aurais-tu le goût de nous partager quelque chose? Puis là, on bascule dans la bienveillance tout de suite parce que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut avoir un espace de bienveillance comme un espace de bravoure où la personne va prendre le courage de nous dire ce Je pense qu'il n'y a même pas... C'est difficile d'établir un lieu de bravoure s'il n'y a pas un arrière-plan de bienveillance. Voilà. Parce que sinon... Ce ne sera pas possible. C'est ça, c'est impossible. La personne va juste sentir qu'elle se met à nu pour se faire attaquer. Mais si tu dis non, genre, je veux juste voir, mettons, la blessure que tu as pour t'aider à la réparer ou pour voir qu'est-ce qui a pu initier ça pour que ça se reproduise. T'sais. Voilà. C'est intéressant. C'est exactement ça, la blessure que tu as pour qu'on puisse la guérir ensemble. C'est pas juste pour mettre du sel dessus pour te faire plus mal. Là. C'est pas ça l'objectif du tout. Là, ouais. Absolument. C'est intéressant. Puis, mettons qu'on veut encourager quelqu'un à changer un comportement. On a parlé tantôt de l'influence et tout. Comment est-ce qu'on peut se prendre pour influencer quelqu'un à atteindre un objectif puis que ce soit bien reçu?
Ben, premièrement, il faut comprendre pourquoi le comportement. Les gens agissent pour 2 raisons. Ils ont des motivations internes, des raisons internes d'agir d'une certaine façon. Donc, il faut tenter de voir c'est quoi cette motivation-là. La motivation intrinsèque. Ah oui. Puis il y a des facteurs externes qui font qu'on agit de même. Parce qu'on a la présence des autres, puis là, on veut montrer qu'on ne va pas perdre la face. On fait quelque chose parce que là, on veut montrer, hey, regardez comment je suis bon, là. C'est sûr, tout le monde fait ça. Oui. Tout le monde fait ça, puis c'est normal. C'est normal de faire ça. Puis on veut tous être bien accueillis par le groupe, on veut être bien perçu par le groupe. On aime ça être le meilleur du groupe aussi. C'est normal. L'être humain a un besoin de valorisation. C'est normal. C'est même naturel, puis il ne faut pas condamner ça. C'est nécessaire à un certain point. Il faut que tu veuilles te faire apprécier par ton groupe, là, sinon oublie ça. Là. Je veux dire, t'es tout seul. Absolument. Donc, cette motivation-là, elle peut être extérieure. Donc, il faut tenter de voir la personne, elle agit telle pour des raisons externes, des facteurs contextuels ou plus pour des raisons internes. Quand on connaît, et là, il y a la question de savoir comment la personne va me dire pourquoi elle agit comme ça. Ben, on parlait d'espace de bienveillance et de courage, là, de l'amener à s'exprimer sur les raisons de son comportement, autant que faire se peut. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a incité à agir comme ça? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues, que toi tu as vues, qui t'ont amené à faire des choses comme ça, ou à dire ça, à faire ça comme ça? Donc, en posant des questions, en allant chercher cette information, là, on peut comprendre les raisons de son comportement. Puis ensuite, à partir de là, ben là, on peut tenter de voir comment on peut changer ce comportement-là. Puis le comportement, c'est la personne qui va décider de changer, c'est pas nous. Hein. Non, c'est ça. On peut pas forcer quelqu'un à changer si la personne n'est pas prête. C'est un peu comme tout l'aspect, mettons, de l'addiction pour les consommations, tout ça. Tu as les étapes vers... Ben, en fait, c'est super bon parce qu'on va pouvoir rentrer là-dedans, les étapes de la décision, tu sais, vers où c'est quoi les étapes que je dois passer pour décider, essentiellement? Je vais mettre ça sur pause pour qu'on puisse rentrer vraiment là du tantôt, mais mettons, je fais une mise en situation, j'aimerais ça voir comment est-ce que vous réagiriez, comment vous géreriez ça en tant que gestionnaire établi, puis versus, en fait, non, même pas la version erreur, vraiment juste comment ce serait une bonne manière de le faire. Je mets en situation, mettons, on va y aller vraiment très, très camp de jour. On a un rassemblement. Puis, je pense que c'est la situation la plus commune sur tous les camps de jour du monde. Là, c'est fou. On a un rassemblement parce qu'il y a, mettons, 2 animateurs qui doivent faire une présentation aux enfants pour raconter une histoire, expliquer un jeu, peu importe. Puis, à côté, on a un groupe de personnes qui dérangent, d'autres animateurs qui n'aident pas à l'animation et tout. Puis, vous avez déjà établi que c'est important de faire ça. Vous avez déjà fait un rappel. Puis là, on est rendu au moment de comme, là, il faut que le comportement change. Comment vous y preniez en tant que coordonnateur pour venir parler à ce groupe de personnes-là? Est-ce que c'est... En fait, comment ça se passerait pour vous? Ben moi, ce que je ferais, j'irais voir les animateurs qui dérangent un petit peu. Parce que si ça a déjà été établi qu'il fallait qu'on soit ensemble à présenter les consignes et préparer l'activité, ben peut-être que les consignes de départ n'étaient pas claires. Okay. Est-ce que les consignes au départ étaient claires? Est-ce que je les ai bien exprimées? Est-ce que je les ai bien expliquées? Donc, je partirais de là. Peut-être que la personne n'a pas bien compris, là, ou c'était peut-être pas tout à fait clair. Si c'était clair, donc ça, oui, non, je les ai compris, mais là, on va aller de la compréhension. Qu'est-ce que tu as compris des consignes que je t'avais communiquées? C'était quoi pour toi ces consignes-là? Comment tu les as interprétées? Une fois qu'on va chercher cette information-là, ben là, on essaie de voir, y a-t-il des raisons plus personnelles que la personne agissait ainsi? Peut-être qu'elle était aux prises avec... Elle était aux prises avec un jeune qui était peut-être turbulent. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui explique ça dans son contexte? Y a-t-il des facteurs contextuels qui expliquent ça? Donc, il faut aller chercher des explications à son comportement. Les gens agissent toujours pour une raison. Les raisons les plus difficiles à découvrir ou à mettre en lumière, c'est vraiment des raisons beaucoup liées à l'individu. Des personnes qui ont l'impression qu'on essaie de la mettre de côté, là, puis qu'on prend toute la place, puis elle se sent un peu mise à l'écart. Là. Puis elle voudrait, là, c'est elle qui voudrait avoir la lumière, par exemple. Donc ça, ces raisons-là sont beaucoup plus difficiles à identifier parce que les gens ne sont pas prêts à nous les communiquer. Ils ne sont pas à l'aise de le faire. Mais j'offrirais la chance à la personne de le nommer. Je lui donnerais cet espace-là. Y a-t-il des choses que tu aimerais me partager? Y a-t-il quelque chose, des raisons plus personnelles que tu aimerais me partager? Puis j'aimerais ça les entendre parce que moi, ça me permettrait peut-être d'ajuster ma façon de faire des choses avec toi. Puis
ce questionnement-là, en fait, cette discussion-là qu'on aurait avec l'animateur ou les animateurs, est-ce que ce serait au moment où ça se produit, on prend la personne à l'écart puis on y parle, ou ce serait par après, quand, mettons, l'explication générale est terminée? Par après. Je le ferai par après, oui, de 1 à 1. OK. De 1 à 1. Pas devant les autres. S'ils sont 3, ce serait 1 à 1 à la fois? Oui, 1 à 1 à la fois, parce que tous les 3, ils vont s'influencer mutuellement. Oui, c'est ça. C'est que je ferai 1 à 1. Puis peut-être que la réponse, elle ne viendra pas tout de suite. On va dire, écoute, pense-y, puis tu en viendras là-dessus. Peut-être que la personne va dire, oh, mon Dieu, peut-être qu'elle n'a même pas réalisé son comportement. Des fois, les gens ne sont pas toujours conscients de l'impact de leur comportement, là, parce qu'ils ne se voient pas. Là, ils ne se voient pas agir. Des fois, ils ne réalisent pas que d'agir de cette façon, ça peut avoir tel ou tel effet. Donc, les amener à réfléchir à ça. Des fois, la réponse, elle va venir plus tard. Mais au moins, on lance la question de 1 à 1. Après ça, on écoute les réponses. Puis là, si on constate que la personne n'était peut-être pas d'accord avec les consignes de départ, elle ne nous l'avait pas dit. Ça peut arriver, ça aussi. Là. Ah ben là, OK, ben si c'est ça, merci de me le dire. Puis là, on va voir comment on peut peut-être ajuster les consignes en conséquence, par exemple. Mais il y a toujours une raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font. Puis le défi qu'on a, c'est de trouver c'est quoi ces raisons-là. Ça peut être des raisons personnelles, des raisons qui sont liées au contexte, des raisons qui sont extérieures à la personne et des raisons qu'on n'a pas vues. Peut-être qu'il y a des choses contextuelles qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu une chicane avec un bon ami. Peut-être que ça ne va pas bien à la maison. Donc, il y a des choses comme ça. Peut-être que la personne pourrait nous partager. Peut-être qu'elle ne voudra pas nous le partager. Puis on va respecter ça aussi. Puis à quel moment est-ce que c'est une étape qui est nécessaire même, mettre son pied à terre? Mettons, on prend l'exemple, l'animateur dit, je sais pas, genre, je trouvais c'était plate son animation, j'avais pas le goût d'écouter. Puis, quand je fais mes niaiseries, eux en avant, les enfants, ils trouvent ça drôle. Ouais. La personne a compris les règles, il n'y a rien d'autre qui se passe à part son désir de répondre à, mettons, son besoin ou whatever. Ouais. Comme, quand est-ce qu'on doit faire comme, OK, ça suffit. Puis est-ce qu'on doit faire OK, ça suffit, genre la règle c'est ça, tu respectes la règle ou il y aura des conséquences? Y a-tu un moment où on doit se rendre là? Oui, il y a des règles qui sont moins souples que d'autres. Il y a des règles qu'il faut absolument, on ne peut pas les contourner, ça, il faut absolument s'y conformer, on n'a pas le choix. Mais il y a d'autres règles qui peuvent être plus souples, par exemple. Alors, si la personne me dit, là, moi, je trouve que les consignes, c'est plate, puis là, j'amuse les enfants, puis moi, je fais des niaiseries avec les enfants, puis c'est le fun, les enfants s'amusent, puis on aime ça quand ils crient. C'est sûr que les enfants ont du fun, pareil, là, mais il y a un but derrière la consigne, pareil. C'est ça, là, moi, j'aime ça faire rire aux enfants, puis j'en tire une valorisation quand je fais ça. Là. Là, peut-être que, je ne sais pas si on pourrait peut-être penser, écoute, là, on va présenter les consignes, mais peut-être une façon différente de les présenter qui fait que ça amuse les enfants, par exemple. Je ne sais pas, là. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Peut-être que toi, là, si tu es un peu le clown, là, y a quelque chose qu'on pourrait faire quand on présente les consignes? On pourrait travailler ensemble là-dedans. Là. Il faut voir la possibilité de travailler ensemble là-dessus. On dit toujours, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Utiliser les forces de la personne. Son besoin de divertir et tout ça, c'est comme parfait. Plutôt que de le faire à l'encontre puis contre-animer, fais-le avec l'animation. Joins-toi à l'animation, participe avec eux. On va faire ensemble, on va faire des blagues. On présente une consigne, puis après ça, si tu veux faire une blague, vas-y, puis on va te laisser l'espace pour la faire, puis ça va faire rire les enfants. Puis après ça, on vient avec la consigne. Bon, toi, tu vas être le clown, moi, je vais être le sérieux, là. On peut se partager le rôle comme ça, là. Ça peut être le fun aussi de le faire comme ça, parce qu'on veut surtout pas démotiver la personne qui, elle, le jeune, a beaucoup de plaisir à animer les enfants, puis à les faire rire aussi, là. Puis, mettons, là, c'est sûr ces cas-là sont moins récurrents. Je pense, malgré que dans ton équipe, mettons, de 30 animateurs, même une vingtaine, c'est sûr qu'il y aura un individu, un monnaie, qui va être peut-être, je veux pas dire mal intentionné, mais qui va avoir un aspect d'insolence peut-être dans ses réponses, dans ses comportements. Comment on gère ça? Comment on doit approcher ça? Puis, je dis comme, où la limite? C'est comment... Et où la limite entre, mettons, l'empathie, l'écoute, puis un moment donné, ça va juste trop loin à l'encontre des valeurs de l'entreprise, des valeurs du camp de jour, puis de tes propres valeurs, mettons? Il faut qu'avant que tout ça soit mis en place, il faut que déjà on s'entende sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, c'est quoi les valeurs autour desquelles on veut se rassembler. Parce que si on sent le besoin d'intervenir, parce que quelqu'un qui il a fait preuve d'insolence, par exemple, c'est peut-être qu'au départ, les comportements attendus n'étaient pas clairs, les valeurs n'étaient pas claires. Ça fait que dans les équipes, au début, là,
il faut, avant même qu'on commence à travailler ensemble, avant même qu'on débute la saison, là, on s'entende ensemble, OK, qu'est-ce qui est acceptable pour nous autres, tout le monde? Là? Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Qu'est-ce qu'on veut pas non plus? Si on a des repères clairs au départ, ensuite, quand vient le temps de dire, écoute, là, tu viens de t'éloigner de cette valeur-là, ça va être bien plus facile. Mais au départ, il faut que ça soit clair. Puis, pour que les gens s'approprient, les jeunes s'approprient ces façons de faire, bien, il faudrait qu'au départ, on les développe peut-être ensemble ou du moins qu'on les mette sur la table et qu'on s'assure que tout le monde soit d'accord avec ça. C'est au départ que ça se fait. Au tout début. Parce que quand on intervient trop tard, moi, je fais ça de même parce que, bon, je sais de même que je suis. Moi, prenez-moi comme je suis. Bon. Bon, OK. OK. Fun. Oui, mais, tu sais, au départ, tu te souviens-tu, on avait parlé de ça, là. Ouais. Puis, tu sais, le respect, l'ouverture, puis parler de valeurs, mais de traduire des valeurs en termes de comportement, là. Parce que le comportement, ça, on peut le voir, on peut le constater. Écoute, tu as fait ça, là. Mais ce comportement-là, ça contredit lesquelles de nos valeurs. Donc, il faut qu'on puisse avoir des comportements très clairement mis sur la table au départ, parce que si à un moment donné, les gens s'éloignent de ces comportements-là, on pourra les ramener vers ça. Il faut que ce soit fait au départ. Je trouve ça très intéressant. Il y a comme un certain processus qui est toujours mis en place dans... En fait, j'utilise l'absolutisme, mais qui est souvent mis en place dans ce que vous expliquez, c'est emmener la personne à réaliser ce qu'elle fait plutôt que de lui dire ce qu'elle doit faire. C'est comment tu fais pour cette rétroaction, mais tu ouvres la porte à la personne pour qu'elle s'exprime. Si quelqu'un a besoin de rétroaction, tu lui ouvres la porte à comment tu sens que les gens te perçoivent autour de toi. Tu poses une question, l'aspect de est-ce que tu as mal compris les règles? C'est peut-être ça que c'est toujours emmener la personne à réfléchir plutôt que de lui dire quoi faire. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important à maîtriser, à savoir utiliser, mettons, dans le cadre du travail en tant que gestionnaire, mais même en tant qu'employé, c'est comme, dans ce sens, est-ce que la source de base de l'influence, c'est d'amener la personne à se poser les bonnes questions? Oui. OK. Oui, puis des fois, elle n'aura pas les réponses. Donc, on va peut-être l'aider à trouver des réponses. Mais oui, c'est la source de l'influence. C'est guidé, en fait. C'est pas imposé. C'est comme le pouvoir autoritaire, c'est loin d'être la solution dans la majorité des cas. Sauf pour les extrêmes de sécurité, mettons. Oui, pour les extrêmes de sécurité, en situation d'urgence, là, les gens vont s'attendre à ce qu'on leur dise quoi faire. Oui. Ils ont besoin de se faire dire quoi faire parce que là, ils ont besoin d'être orientés parce que là, on est dans une situation inhabituelle. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça, se faire dire quoi faire. Surtout pas quand on a 17 ans, 18 ans, 19 ans. 25, 30, 40, 50, 60, peu importe. Non, on ne va pas se faire dire quoi faire. Mais on aime bien que les gens puissent nous orienter un petit peu et soient attentifs à ce qu'on a à dire, nous, de notre côté. Là. Il faut que ça soit partagé, cela. Là. Les gens, là, moi, je veux que quelqu'un fasse quelque chose, mais est-ce qu'elle le veut vraiment? Mais pour le savoir, il faut que je lui demande, puis il faut que je vois comment elle voit ça, puis il faut qu'on travaille ensemble là-dedans. Là. C'est intéressant. Vous avez parlé de situations d'urgence. Oui. Un des cours que j'ai suivi avec vous, c'était la psychologie de la décision. Oui. Puis une des choses qui arrive souvent dans les camps de jour, en fait, c'est... Je dirais pas des situations d'urgence, parce que souvent, c'est pas nécessairement la fin du monde. C'est rien de gros, mais le stress est tellement élevé qu'on se sent comme collectivement dans un inconfort ou dans un désir de changement quelconque. Oui. Comment qu'on doit approcher ça, mettons, encourager ou encadrer les gens à atteindre un objectif dans une situation stressante ou dans une situation de crise, au niveau vraiment de la décision de qu'est-ce qu'on doit faire nous, qu'est-ce qu'on doit décider nous en tant que gestionnaire dans nos comportements, puis comment on peut encourager les autres à amener là aussi. En situation, parce que une crise, c'est pas la même chose qu'une urgence. Une crise, c'est vraiment, il y a quelque chose qui marche plus, là. Donc, on cesse toutes les activités, on arrête tout. Une urgence, c'est, il faut prendre une action rapidement parce que ça pourrait se détériorer. Donc, il est urgent de faire quelque chose parce que si on fait rien, là, ça va empirer. Donc, ça, c'est l'urgence. Il faut
être calme, évidemment, parce que là, le stress, c'est la chose la plus contagieuse au monde. Le cortisol. Le cortisol dans le plafond, puis tout le monde devient stressé, puis on stresse tout le monde. On dit, hey, arrête de me stresser. Là. C'est pour dire. Hein? Donc, il faut être calme. Et cet état de calme va venir quand on est bien préparé. Donc, il ne faut pas imaginer des scénarios de catastrophe, là, mais c'est sûr que quand on est dans un camp, on a été préparé pour faire face à des petites situations. Donc ça, on ne doit jamais sous-estimer la préparation. Ça nous rend confiants dans les situations d'urgence. Ça nous permet de se démontrer comme une figure de confiance aussi pour les autres. Genre, je ne suis pas alarmé, donc ça ne devrait pas être alarmant. Voilà. Je prends ça au sérieux, puis je vais faire les actions, mais je ne suis pas alarmé, je ne suis pas sous le stress. Voilà. Okay. Et plus on connaît les procédures à suivre, les bonnes actions à prendre, on est moins stressé que ceux qui se réfèrent à nous et qui nous disent, ben là, qu'est-ce qu'on fait là? On a... à HEC Montréal, à chaque session des exercices d'urgence, en cas une situation d'urgence. Là, bon. Puis nous, les profs, on est drillés là, pour faire face à ça. On a tout un protocole à suivre. Là, si, par exemple, un individu armé circule dans les corridors, puis là, il y a un message qui apparaît là, sur les écrans d'ordinateur dans les salles, sur les téléphones de tout le monde, de faire attention et de se protéger à l'interne. Donc, on sait exactement comment verrouiller les portes de la salle de cours. On sait exactement quoi dire aux étudiantes et aux étudiants de s'éloigner des fenêtres. On ferme les fenêtres, les lumières du local. C'est des automatismes. Plus c'est automatique, moins on est stressé. Moins on est stressé, ça devient, OK, là, on sait quoi faire, on dit aux gens quoi faire. Donc, il faut bien se préparer. Il faut se préparer à toute éventualité. Là. Mais donc, ça, là, ensuite, on va pouvoir prendre des bonnes décisions en situation d'urgence. Ou en situation où là, il faut passer à l'action rapidement. Ouais. La première étape, c'est vraiment la préparation pour créer ce... Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, ça a beaucoup de sens quand on y pense, parce que c'est une des choses qui se fait tout le temps dans les camps chaque semaine, c'est les pratiques de feu. Oui. Puis c'est sortir tout ça. Puis nous, on a eu la malchance d'avoir un feu dans l'école durant le camp de jour. C'était rien de gros au final. Là. C'était basically, il y avait un four qui avait été oublié, qui était branché dans le mur, où il y avait des petites pâtes à modeler pour faire des sculptures dedans. Puis ça a commencé à faire beaucoup de fumée, il y avait un petit peu de feu, mais c'était rien de gros. Mais ça a quand même déclenché l'alarme et tout le kit. Puis les animateurs ont été excellents sur ça, parce que c'est arrivé comme semaine 5 ou 6, peut-être, genre, tu sais, mi ou fin d'été. Tout le monde, connaissait tout le monde, fait qu'en relation de confiance, tout le monde était déjà prêt, puis il l'avait pratiqué, il savait exactement quoi faire, puis c'était rendu que le monde était autant stressé que dans une pratique normale. Tu sais, les enfants ne savaient même pas que c'est un vrai feu. Les animateurs, il y en a quelques-uns qui savaient que c'est un vrai feu, mais tous les autres étaient comme, genre, j'ai un carton, pouce dans les airs, j'ai compté toutes mes jeunes, tout le monde est là. Ou genre, il m'en manque un, mais je sais où il est dans le groupe à côté, genre, faut que j'aille le chercher, blablabla. Puis ça a été vraiment ça a été le fun de voir que les seules personnes qui étaient stressées dans cette situation-là, c'était l'équipe de coordination qui voyait le feu dans l'école, puis qui était comme, OK, c'est sérieux, là. Genre, mais quand on arrivait dehors, on était quand c'est super gang, ça a vraiment bien été, tout ça. Puis c'est là qu'on voit la pertinence de refaire les procédures, puis de tout ça. Puis c'est comme dans ma personnalité à moi, tu sais, on a une théorie qu'on avait vue beaucoup dedans. Je pense pas qu'on l'avait exploré. Oui, on l'avait exploré, je pense, dans un des cours. C'est les 4 couleurs là, de travail, tu sais, vert, bleu, rouge, jaune. Puis moi, naturellement, je suis jaune et rouge. Moi, tout ce qui est bleu, les procédures, tout ça, je veux pas. Mais quand vient le temps d'activer le rouge, le bleu qui est en arrière, c'est tellement aidant de l'avoir pratiqué, parce que ton rouge, il sort encore plus fort. Parce qu'il le sait. Il sait qu'il faut pas négliger les autres couleurs. Parce que, mettons, à vous écouter, une des couleurs, de ce que je comprends, puis vous pourrez me corriger, une de vos couleurs fortes, ce serait le vert. Par l'empathie, tout ça, puis probablement le bleu aussi, j'imagine. Vert et bleu devraient être... Tout à fait. Dans les situations de crise, il faut savoir... En fait, est-ce que vous pourriez juste peut-être expliquer, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, parce que nous, c'est quasiment un running gag, là, les couleurs, là, comment on en a parlé, mais il y en a sûrement qui ne les ont pas vues encore, là, les 4 couleurs, les 2 chips ou pas. Ce serait quoi cette théorie-là? Comment
Comment ça se passe? C'est quoi les profils? Ben, c'est un modèle qui date du début des années 80. Ça fait longtemps. Ça a été développé aux États-Unis. La théorie, on l'appelle la théorie des styles sociaux. Donc, c'est des... Je savais pas que c'était ça. Ouais. C'est des chercheurs qui ont fait des études, des recherches dans les entreprises et on dit, ben, il me semble qu'on constate des types de comportements qui sont évidemment pas les mêmes d'une personne à l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre ces comportements dans des catégories. Il y a des comportements qui se ressemblent, donc on va former 4 catégories. Puis, des gens qui ont ces comportements-là, qui sont dans la même catégorie, ont des comportements qui se ressemblent beaucoup. Ils ont une façon de voir les choses de la même façon, d'appréhender les situations de la même façon. Donc, ils ont développé la théorie des styles sociaux, qui a été ensuite popularisée dans les années 90. Puis ensuite, on a mis des couleurs là-dessus parce qu'en disant, mais c'est plus facile de se souvenir des couleurs que des appellations. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est encore beaucoup utilisé dans les entreprises parce que ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux connaître nos collègues, par exemple. Donc, les rouges, comme on les qualifie, hein, c'est des gens qui sont beaucoup basés sur les procédures, les règles, l'autorité, l'obéissance, le respect de la hiérarchie. L'atteinte des objectifs. L'atteinte des objectifs, les résultats, c'est super important. Les verts, c'est l'empathie, les personnes, on va vers les autres, on les écoute, on crée de la cohésion. Les jaunes, on va faire les choses différemment, on va innover, on va sortir de la boîte, on va faire toutes sortes de choses qu'on n'a jamais faites, un peu à la limite du respect des règles. Eux autres, les règles s'en balancent un petit peu. Les bleus, ben là, on va s'organiser, là, on va s'assurer que tout soit bien organisé pour qu'on puisse, faire les choses, pour qu'on puisse avoir les résultats que l'on souhaite et tout ça, là. Puis il y a des nuances entre les différentes couleurs. Il y a des couleurs opposées puis des couleurs complémentaires. Puis moi, je l'enseigne dans mes cours, mais je parle pas de couleurs, là, mais dans le cours de psychologie de la décision, il y a 4 types de décideurs, les directifs, les analytiques, les accommodants, les conceptuels. Puis ça reste encore un modèle fort intéressant parce que quand on sait que moi, je suis un rouge, mon collègue est un bleu, bon, mais là, je le connais, je sais comment les bleus agissent, donc je le connais déjà sans la connaître. Puis là, moi, comment je peux m'ajuster à elle? Parce que ça va être ça le défi, là. Moi, je suis un rouge, puis elle est d'un bleu. Comment on va transiger? Moi, je suis un vert, puis lui, c'est un jaune. Bon. Comment je vais pouvoir m'ajuster à lui aussi? Donc, ça, c'est des modèles de personnalité qui fonctionnent bien, là, qui sont enseignés à l'université encore aujourd'hui. Là. Puis, ce qui est important là-dedans, de ce que j'en comprends, en fait, c'est oui, il y a l'aspect de tout se connaître qui est important, mais c'est connaître l'autre. Aussi. Puis, est-ce qu'il y a des manières différentes d'interagir avec les gens selon leur couleur? Tu sais, mettons que tu veux essayer de changer ou d'influencer quelqu'un qui est jaune. Comment est-ce qu'on s'y prendrait, tu sais, pour chaque couleur, mettons rouge, bleu, vert, jaune? Il y a le jaune qui est très, très, très axé sur l'innovation. On va faire les choses qu'on n'a jamais faites. On va essayer ça. Il prend beaucoup de risques aussi. Quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Moi, le jaune, la façon dont je l'influence, les jaunes autour de moi, là, je leur demande leurs idées. As-tu des idées là-dessus? Ah, là, ils vont toujours avoir des idées. Ils ont toujours des idées. Et souvent, c'est des mots juste de bonnes idées. Puis je me dis, tabarouette, hey, ils en ont tellement, ils n'ont pas le choix d'en avoir une bonne de temps en temps. Il y en a tellement des bonnes. Ça fait que... Puis là, je tiens compte de leurs idées. Ah, là, je les ai avec moi. Là, écoute, hey, ton idée est bonne. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu ça de même. Parce que les autres, ils voient les choses autrement aussi. Ils ont une façon de voir les choses. Ils ont une façon de cadrer, là, de cadrer les situations qui n'est pas la mienne. Alors, les jaunes, moi, je leur demande leurs idées. T'aurais-tu une idée là-dessus? Comment tu penses qu'on pourrait faire ça? Ah, ben là, ils sortent des idées, là. Leur esprit créatif vient prendre le dessus que... Est-ce qu'à un certain point, ils se questionnent même pas sur pourquoi, ils ont juste le goût de trouver une idée. Ouais. Fait que tu peux les emmener vers cette direction-là en disant « Hey, j'essaie de faire ça, t'as-tu une idée comment on pourrait atteindre ça? » Puis là, c'est comme, ils se posent même pas la question de « Est-ce que j'aimerais ça à faire ça? » Moi aussi, c'est « Ah ben attends, j'en ai des idées pour faire ça. » Voilà, c'est intéressant, ça. C'est exactement ça. Le rouge, ben là, c'est bon. Ça va donner quoi tout ça? Là? C'est quoi les résultats qu'on se donne? Puis on va-tu respecter toutes nos procédures? Là? Parce que là, les procédures, c'est bien important. Le rouge, lui, il est pas mal plus sensible là, aux façons de faire les choses. Là. Est-ce qu'on respecte là, les règles? Là, C'est pas le bleu, ça?
Le C'est bleu, quoi la différence entre le bleu et le rouge? Le bleu, il est très axé sur les résultats. Le rouge, plus sur les moyens pour y arriver. OK. Dans la théorie que nous, on avait, Ouais. c'était l'inverse. Bleu et rouge, là, c'était comme bleu était très, très procédural et tout, puis rouge était genre, peu importe comment on l'atteint, il faut l'atteindre. Ah ben là, à ce moment-là, moi, je suis daltonien, hein, donc le bleu. Ah, OK. Moi, je ne fais pas la différence entre les couleurs. Donc, ça doit être ça, là. Je pense que c'est ça. Le rouge, c'est les résultats, puis le bleu, non, c'est le rouge, c'est comment on va y arriver, puis le bleu, c'est il faut faire les résultats, c'est ça? Ben, nous, ce qu'on a vu, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Okay, bon. Au final, ça reste analytique versus directif. Exactement. Donc, l'analytique, là, il faut que les résultats soient là, il faut qu'on s'assure d'avoir d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Mm-hmm. Donc, pour l'analytique, là, bon, on va, écoute, peux-tu m'analyser ça? C'est quoi, là? Peux-tu m'aider à décortiquer ça, toi, là? On fait une activité, par exemple. L'analytique, là, il va tout examiner les façons par lesquelles, les meilleures façons par lesquelles on pourrait réaliser l'activité, là. Mm-hmm. Donc, il va tout analyser ça. Là, on va faire des équipes de 3. Non, des équipes de 4, c'est mieux parce que les échanges sont plus fréquents. OK, bon. OK, des équipes de 4 puis pas de 3. Bon, c'est bon. Puis ensuite, on va développer là, telle façon de mesurer. Mm-hmm. Comment on va mesurer qui est-ce qui est le gagnant là-dedans? Bon, ça, nos analytiques sont bons là-dedans. Puis le directif, lui, ça va être dans les... il faut qu'on l'atteigne. Il faut qu'on le fasse. Là. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on livre. Là. Puis comment on fait pour les influencer là-dedans? Tu sais, mettons un bleu, on veut atteindre un objectif. Un analytique, on veut atteindre un objectif. Comment on fait pour lui transmettre ça? On l'interroge sur les façons de réaliser l'objectif. Comment on va y arriver? Ça va être quoi les meilleures façons d'y arriver? Ça va être quoi les meilleurs moyens, par exemple? C'est quoi les ressources qu'on va mobiliser là-dedans? L'autre, ça va être quoi les règles qu'on devrait mettre en place pour que ça arrive? C'est quoi les règlements qu'on devrait se donner, par exemple, dans cette activité-là? C'est un peu comme si on pense à un jeu, là, parce qu'on parlait beaucoup du jeu tantôt. Hein. Mm-hmm. Le jaune, il va inventer le jeu. Mm-hmm. Le vert, il va s'assurer que tout le monde a du fun à jouer, là, à jouer le jeu. Il va s'assurer que tout le monde a du plaisir à jouer. Le bleu, ben, il va mettre les règles en place. Puis le rouge, il va s'assurer que les règles sont respectées. Que tout le monde va respecter les règles qu'on s'est données. OK. Ça fait que si on pense à un jeu, là, on pourrait même, dans un camp, là, faire une activité puis dire aux gens de se partager des cartons de couleurs, de dire, OK, toi, tu vas être le vert, le rouge, le bleu, puis toi, tu es le jaune. Là, on va essayer de voir comment on pourrait se coordonner mutuellement. Là. Un petit jeu comme ça peut être intéressant pour que les gens apprennent à se connaître. Donner les responsabilités des gens. Oui. Toi, tu es un bleu. Toi, tu es un bleu. Fait que toi, ton but, là, c'est les règles. Ouais. Toi, ton but, c'est l'atteindre l'objectif. Toi, ton but, c'est d'inventer le jeu, le principe, le whatever. Puis toi, ton but, c'est d'assurer que tout le monde s'entende bien. Ouais. Puis ça, tu le donnes. Est-ce que dans cet exercice-là, mettons, on le donnerait à les personnes selon ce que nous, on a identifié? Fait qu'un vert, on lui donne un vert, ou un vert, on lui donne un rouge, on lui donne un jaune, un bleu, whatever. C'est aléatoire. On le fera aléatoire. Puis là, ça amène les gens à sortir de leur zone de confort. Là. Mm-hmm. Moi, si on me donne un jaune, j'ai pas beaucoup d'idées, moi, là. Mais ça me force à penser, OK, comment... Pas le choix. OK, on sort. Là, OK, c'est quoi le jeu qu'on pourrait jouer, là? Il faut que j'invente un jeu, là. OK, là. Puis là, OK, là, lui, c'est un vert. Lui, c'est un jaune, bon, il donne un vert. Lui, vert, mais il faut qu'il fasse... qu'ils mettent les gens ensemble, que les gens aient du fun. Là. Ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Ça peut être une activité qui sera le fun, ça, là, la faire dans une activité de camp. Oui, une activité un peu c'est quasiment du team building. Quasiment, oui. Presque. Y a-tu une certaine de la littérature, des théories sur comment on fait pour construire un team building qui est fort? Oh mon Dieu, c'est sûr qu'il y en a en fait. Il y en a, oui. Il y a de la littérature là-dessus. Mais il faut s'entendre sur c'est quoi une bonne équipe, justement. C'est quoi une bonne équipe au départ? Là. C'est quoi une équipe, on dit, elle est bien construite, l'équipe. Là. Puis comment on fait pour savoir ça? Ce qu'on sait, c'est que dans les bonnes équipes, il y a 3 choses qu'on voit. Généralement, il y a premièrement de la cohésion. Il y a de la cohésion entre les membres de l'équipe. L'équipe se tient. Deuxième chose, c'est que dans les bonnes équipes, il y a tout le temps une forme de,
on appelle ça de la régulation. Là, s'il y a de la chicane, tout de suite, l'équipe est capable de régler ça entre eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir un intervenant extérieur. Donc, une bonne équipe, dans des bonnes équipes, il y a non seulement de la cohésion, mais il y a entre les membres de l'équipe la capacité à gérer les conflits qui pourraient arriver entre les membres de l'équipe. Une maturité émotionnelle, puis une bonne maturité. Là, okay. La troisième caractéristique, c'est que dans les équipes, dans les bonnes équipes s'entendent généralement autour d'un objectif commun assez facilement. On sait vers quoi on va travailler ensemble. On va y arriver. Donc, la cohésion, ça permet justement de réaliser nos objectifs parce que les gens s'entraident. Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Si j'ai besoin de toi, tu vas être là pour moi. Il y a de la cohésion. Les relations sont fortes. La confiance est au rendez-vous. On travaille ensemble. Il y a aussi, s'il y a de la chicane, on va être capable de régler ça. Ça ne sera pas long, on va se parler. On va créer un espace, un safe space, un brave space aussi. Puis ensuite, on travaille tous vers un objectif parce que s'il n'y a pas d'objectif, l'équipe n'a pas sa raison d'être. L'objectif, ça peut être que les enfants aient du plaisir dans cette activité-là. L'objectif commun, ça peut être que cette activité-là soit un succès. L'objectif commun, à un moment donné, ça peut être que on puisse mettre en place tel projet puis que ça se réalise, par exemple. L'objectif peut changer, là, mais l'équipe peut toujours rester bonne à la condition qu'il y a ces trois facteurs-là qui soient réunis. Ouais. OK, puis pour entretenir ces trois facteurs-là, tu sais, on parle d'activité de team building. C'est quoi l'objectif d'une activité de team building, mettons? Ce serait quoi qui... Est-ce que vous avez travaillé en consultation à ce niveau-là? Oui, c'est ça. J'imagine que quand vous faisiez face à une équipe qui était peut-être un peu moins soudée ou qui était moins performante, est-ce qu'il y a des fois, est-ce que vous avez recommandé des activités de team building? Puis si oui, c'était quoi l'objectif derrière? Puis c'est quoi qu'on est supposé retrouver dans une activité de team building, en fait? L'objectif, c'est de permettre à l'équipe de faire émerger les trois conditions que j'ai expliquées tantôt, la cohésion entre eux, de se donner un objectif commun, de gérer les conflits. Donc, dans une activité de team building, il faut créer des situations de conflit. Donc, artificiel, on s'entend, là, mais on va créer, par exemple, une situation, moi, je me souviens, j'avais fait une activité de team building dans une grande entreprise. Parce que les gens me disaient, on n'a pas besoin de ça, on est déjà une bonne équipe. Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai créé une situation où ils avaient à construire ensemble une petite tour avec des bouts de papier de carton. Là. Donc, ils avaient... Quelque chose de simple. Très simple. Puis, mais je n'avais pas donné à chaque membre de l'équipe les mêmes ressources. Il y en a qui avaient plus de carton que d'autres. Il y en a qui avaient plus de papier collant que d'autres. Mais je ne leur avais pas dit ça. Là. Ils ne savaient pas. Ils présumaient qu'ils avaient exactement les mêmes ressources. Entre équipes ou entre individus? Entre individus. Okay. Puis ils devaient mettre leurs ressources en commun pour construire la tour. Puis là, j'avais dit l'objectif, c'est de construire une tour de 30 pouces de hauteur solide avec telle couleur. Donc, j'avais fixé un objectif. L'objectif, il était commun. Ils n'avaient pas les mêmes ressources. Donc là, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas les mêmes ressources. Donc, la chicane n'a pogné. À un moment donné, hey, donne-moi plus de carton, mais j'en ai plus. Ben oui, t'en as d'autres. Ben non, j'en ai pas. Ben écoute, là, la chicane n'a pogné. Bon. Ils n'ont pas réglé la chicane. Donc, là, déjà là, c'est pas une équipe aussi solide qu'ils l'avaient cru. Donc, ils n'ont pas été capables de gérer ce petit conflit-là. Puis donc, la cohésion n'était pas au rendez-vous. Là. Puis la cohésion, moi, je l'observais. Quand je regardais l'équipe construire la tour, là, il y a des gens qui travaillaient de leur côté tout seuls, puis il y en a 3, 4 qui travaillaient ensemble. Les 3 qui travaillaient tout seuls, là, pourquoi ils n'étaient pas dans l'équipe? Eux autres, ils faisaient des tâches totalement individuelles, sans vérifier si les tâches qu'ils exécutaient étaient complémentaires à celles des autres. Donc, il n'y avait pas de cohésion. Donc, je leur ai dit, écoutez, puis moi, je les ai filmés pendant l'exercice, parce que c'était filmé, là, puis ils le savaient. J'ai dit, moi, je vais vous filmer. Oh, oui, oui, oui. Vous allez voir comment on est bon. Oui. Regardez, là, qu'est-ce qui s'est passé là? On n'est pas si bon que ça. Donc, ça, c'est souvent... il faut que les gens prennent conscience que l'équipe est peut-être pas aussi parfaite qu'ils le croient. Puis après ça, là, on peut travailler là-dessus. OK. Puis avec une nouvelle équipe, mettons, parce qu'un des challenges, mettons, qu'on ramène ça au camp, tu sais, t'as du monde qui vont rester 2 ans, 3 ans. Si t'es chanceux, t'en as qui vont te faire 5-6 ans. Mais souvent, ils vont rester d'1 an, 2 ans, 3 ans, puis t'as comme un roulement constant de ton équipe. Fait qu'il faut toujours que tu sois... C'est vraiment... Plus que j'y pense, plus que je trouve ça compliqué. Surtout l'aspect de gestion de nouvelle équipe tout le temps, des nouveaux gestionnaires. Quand on construit une équipe, c'est quoi qu'il faut prendre en considération? Puis comment on fait pour... C'est ça encore l'autre défi aussi, c'est t'as une période de temps très courte pour faire ça.
tu es engagé, mettons que tu es engagé comme coordonnateur en janvier ou décembre. Ouais, décembre. Là, tu dois recruter ton staff, construire tout ça. Les gens, ils sont dans ton équipe, mais tu les vois pas. Ils sont recrutés, tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a des formations. Il y a une formation, mettons, au mois de juin, juste avant le camp de jour, ou mai, mettons. Puis après, là, tu as 8 semaines ou 9 semaines pour faire de quoi. En prenant en compte ça, puis c'est un gros défi, là, c'est quoi qu'il faudrait prendre en compte pour construire une équipe qui est dans les atteintes, dans les objectifs qu'on va attendre, puis pas mobiliser, mais créer cette cohésion-là après. C'est qu'on n'a pas choisi les membres de l'équipe, hein, c'est ça qui se passe. Non, on a choisi les membres de l'équipe. On les a choisis. Mettons, Okay. on est coordonnateurs ensemble, on va engager 20 personnes, on les engage les 20. Okay. Mais là, on a 3 mois avant qu'ils se fassent former, mettons. Puis après, on a 2 semaines entre la formation puis le travail, puis il y a 8 semaines, fait que 2 mois, qui travaillent ensemble. Fait qu'il faut trouver une manière de créer une cohésion auprès de l'équipe pour qu'ils puissent performer puis avoir un bel environnement puis vouloir revenir aussi. C'est ça le défi, mettons. C'est un défi qui est un gros défi parce que là, on voudrait créer cette cohésion-là avant que les activités commencent, les activités. Préférablement. Oui, hein. Pourquoi pas faire une activité de consolidation d'équipe? On apprend à se connaître. Première chose, on invite les gens à se présenter parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Ils se sont non, mais il y en a qui vont revenir. Peut-être que sur les 20, tu vas en avoir 10. Peut-être si tu es chanceux, tu en as 15. Mais mettons, il y en a qui tu vas en avoir 3-4 qui reviennent sinon, puis c'est 17 nouveaux. Là. Là, il faut que les gens fassent connaissance. Il faut qu'on apprenne à se connaître mutuellement. Donc, première chose, là, faire une activité dans le cadre de laquelle les gens vont apprendre à se connaître mutuellement. Même pas relié au travail, vraiment. Non, juste, zéro. On s'en va jouer au bowling. Ou on va, même pas. Une activité où là, je sais pas, j'avais vu quelque part, on avait dit aux gens, là, vous allez prendre des post-it, vous allez prendre 4 post-it, là, puis vous allez écrire sur ces post-it 2 qualités que vous reconnaissez à vous-même personnellement, puis 2 défauts que vous aimeriez régler. Puis là, vous mettez ça au mur, puis là, les gens ne voient pas qu'est-ce que vous avez mis, qu'est-ce que vous avez écrit, là. Puis là, ils doivent deviner, là, parce que là, vous avez fait une petite présentation, un petit tour de table. Bonjour, je m'appelle Julie, moi, je suis étudiante à polyvalente XYZ, là, bon. Puis après ça, OK, là, on regarde ce qui a été opposé, puis on essaie de deviner, là. Qui est où? Qui est qui, là, bon. Ah, c'est intéressant, ça. Puis là, on s'amuse, c'est drôle, parce que les gens disent, toi, tu dois demander, mais c'est pas moi, ça va. C'est tout à l'heure de quelqu'un qui se fâche facilement. C'est ça. 2 qualités aussi, parce que les jeunes ont des qualités incroyables, 2 défauts, 2 choses qu'on voudrait améliorer, qu'on voudrait changer. Donc là, on apprend à se connaître. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle de constitution. Là. On apprend à se connaître, là, puis bon. Puis après ça, deuxième activité, moi, je ferais une activité compétitive. OK. Là, je mettrai en compétition les uns contre les autres, pas individuellement. Ça, est-ce que c'est tout sur la même journée, même soirée? OK, tout ça. Même journée. Ça prend, mettons, on passe 15, 20, un petit 3 heures. L'équipe, là, maintenant. Un petit 3 heures. Fait que, mettons, première heure, c'est ça l'activité de genre, on met des post-it, on a du fun. Deuxième activité compétitive. Oui, on les met en équipe de 2 ou de 3, puis on les met en compétition les uns contre les autres. On donne une activité de, je sais pas, on construit quelque chose ensemble avec du spaghetti ou quelque chose. Bon, une activité de bricolage. Les gens aiment ça, bricoler. On aime ça, la compétition. Okay. On aime la compétition, surtout quand c'est pas une compétition individuelle, mais collective. Donc, on forme des équipes de 3 ou de 4, là. On les met en compétition. Puis là, on leur demande, après qu'ils aient construit le petit bateau, ou, je sais pas, la tour, ou on leur donne un petit objet à construire, on demande à une équipe d'évaluer le travail de l'autre équipe. OK. Ça, OK, c'est intéressant. Il faut choisir une équipe gagnante, là. Oh, OK. Fait que c'est pour ça l'aspect compétition. Fait que la compétition, c'est important dans une équipe de travail. Totalement. Pourquoi? Parce que on peut être moins bon que quelqu'un, mais on peut être meilleur que quelqu'un. Puis quand on est meilleur que quelqu'un, notre responsabilité, c'est d'aider les autres qui sont moins bons à devenir meilleurs. Donc, on crée l'esprit d'équipe avec ça. Là, tu as évalué le travail de l'autre équipe. Vous arrivez à la conclusion qu'ils ont fait un plus beau plus belle tour que vous autres. Ouais. Bon, ben là, l'équipe qui a fait de la belle tour, quel conseil pourriez-vous donner à l'autre équipe pour que qui a pu faire une aussi belle tour que vous? Les personnes qui sont en situation de réussite, tu leur demandes quel conseil tu donnerais. C'est leur responsabilité. Okay. Fait que ça vient avec. Ça vient avec. C'est pas quelque chose qui va venir, mettons, naturellement. C'est quelque chose que tu dois encourager. Genre, une consigne qu'on maintenant, vous autres qui avez gagné, c'est quoi que vous avez fait de différent? Qu'est-ce que vous recommandiez pour chaque équipe ou en général? Ouais, en général, ça peut être pour chaque équipe. Ça dépend évidemment de la beauté de la tour qu'ils ont construite. Donc, on les met en compétition, puis on veut déjà instaurer
le sentiment qu'on peut s'entraider. La cohésion, elle va venir de là. Puis la troisième activité, là, c'est plus individuel. Moi, je demanderais aux gens, mais qu'est-ce que tu as appris de ce qu'on vient de vivre ensemble sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu as appris des autres? Puis on le partage à tous? On le partage à tous. Fait que c'est comme tu fais un cercle où tu discutes. Puis c'est comme toi, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu en as retiré? Puis qu'est-ce que tu as appris sur l'équipe? C'est ça. OK. Là, ça devient intéressant parce que ça ébranle un petit peu sur le plan affectif parce que là, on a vécu des choses, on s'est dévoilé aussi parce que les jeunes ne se dévoilent pas facilement tout le temps. Hein. Des fois, on dit aux gens ce qu'on voudrait qu'ils entendent. Là. Donc, les post-it au début, c'est une forme je me dévoile, là. Pas le choix. Les gens apprennent à me connaître. La seule façon que les gens vont apprendre à me connaître, c'est si je me dévoile. Deuxièmement, la compétition, mais la saine compétition, parce que si je suis moins bon, il y a quelqu'un qui va me donner des conseils. Puis si je suis meilleur, moi, je vais en donner à d'autres aussi. Donc, ça crée la cohésion. Puis la troisième, qu'est-ce que je vais retenir de tout ça, moi, là? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que ce que j'ai appris, il va falloir que je mette ça en application dans mon camp, là, quand je suis avec les autres animateurs. Là. Wow, ça peut se faire sur 3 heures. Ben oui, puis avec des biscuits, puis... C'est super simple, puis tu finis ça avec un connaître crème glacée. Ben oui, on a du fun. C'est ça, t'as juste du fun, tu jases, peu importe. Je trouve ça tellement intéressant de le décortiquer comme ça, avec vraiment comme... Vous avez mentionné les trois objectifs, cohésion, la capacité à gérer les conflits, puis les objectifs communs. C'est ça, les 3? Oui, c'est ça. Puis les 3, dès la première activité, sont mis en place. Ouais. Les 3, c'est tout de suite ça qu'on vient renforcer. C'est hyper cohérent avec le discours. Puis moi, j'aurais adoré avoir cette connaissance-là en commençant. Là, juste comme première année Courdeau, qu'est-ce que je fais? Il faut rencontrer mon équipe. Tu sais, moi, la première année qu'on avait fait ça, j'étais coordonnateur adjoint. Première fois, j'ai été recruté en retard en plus. Fait que moi, j'ai manqué comme les 2 premières formations de coordination. J'apprends tout ça. Puis l'activité, c'était juste, on se rencontre et on parle. Il n'y avait pas d'objectif. Ou il y avait un mini-objectif, c'était comme, on raconte une histoire puis on doit deviner c'est qui. Tu sais, c'est une petite affaire, mais il y avait pas grand-chose après. Il n'y avait pas tout ça. Mais juste les 2 autres étapes de avoir un défi commun compétitif avec un objectif, puis faire un retour après sur comment est-ce qu'on a perçu ça, puis ce moment d'ouverture-là, ça aurait fait toute la différence, surtout sur Parce que moi, l'enjeu, ça a été vraiment de intégrer une équipe qui était déjà soudée, puis d'arriver en tant que gestionnaire de cette équipe-là. Mais si j'avais eu le temps de pouvoir ouvrir ça, puis encourager les bonnes valeurs, ça aurait été, je veux dire, une expérience différente complètement pour ma première année. Accessoirement, pour les Gordo qui écoutent ça, là, c'est probablement une stratégie hyper efficace pour les équipes. Là, puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant, tout ça. Tantôt, on a mentionné, puis après, je vois le temps qui défile, là, ça fait vraiment le temps, on va pouvoir... on a mentionné tantôt les situations de crise, puis on a dit que la première étape, c'était avant même que ça... pas la situation de crise, mais l'urgence. L'urgence, oui. De se préparer. Fait que mettons qu'on a se préparer, je vais être un dégât avec mon café, de se préparer qui est l'étape 0, mettons. Ouais. Quand il y a cette situation de crise, quand j'avais regardé votre conférence sur le capitaine de navire, puis tout, il y avait comme tout un graphique là, qui descend et qui monte. Est-ce que c'est possible de passer à travers ça, juste pour comme expliquer, mettons, d'un point de vue de gestion, comment on fait pour passer à travers cette situation-là? Par exemple, on est à la piscine, puis il y a une situation niaiseuse. Là. Il y a piscine, on embarque dans l'autobus, puis l'autobus tombe en panne. Okay? Puis on est pris sur le bord de la route, genre pendant 30 minutes, mettons. C'est une situation de mini-crise, mais ça arrive, cette situation-là. Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation de crise-là? Comment ça part la courbe? Comment on doit agir à ces moments-là dans la crise? Les gens ne réagissent pas de la même façon face à la crise. Hein. Les réactions sont très différentes. Il y a des gens qui vont réagir fortement parce que là, ils anticipent les conséquences. Mais là, on ne pourra pas aller à la piscine, c'est plate, on avait prévu ça, moi j'avais le goût de me baigner, là on est bloqué. Bon, là, ils vont réagir fortement aux conséquences de la situation. Il y en a qui vont réagir sur le coup. Ils ne penseront pas aux conséquences. Ils vont là, mais on va s'arranger, c'est pas grave, on va attendre. Donc, eux autres sont plus dans le temps présent.
Puis il y en a qui sont dans le temps passé. Ouais, mais là, si on avait fait ça, on ne sera pas là. Là, il me semble que si on avait pris la peine de bon. Donc, il y a comme 3 moments dans la façon dont les gens réagissent à une crise. Il faut essayer de... Bon, on ne changera pas le passé, premièrement, là, ce qui est passé qui est passé. Mm-hmm. Il faut agir dans le présent. La crise, ça se gère dans le présent, dans le moment présent. Puis, c'est là où la cohésion entre les gens va prendre tout son sens. Parce que quand il y a une crise, tout le monde va mettre l'épaule à la roue. OK, là, il y a quelqu'un qui va dire, OK, moi, je vais rassurer Julie parce que Julie est pas mal stressée, là. Puis moi, il faut déléguer des tâches. Il faut que tout le monde ait un rôle à jouer dans la crise. Étape 1, mettons, quand tu es gestionnaire, la crise arrive, tu dois assesser la situation puis déléguer par la suite. Faire comme toi, mettons, là, ils ont des noms de camp, là, fait que, mettons, Pirouette, toi, ton but, c'est de rassurer le groupe de tout petits mini qui ne comprennent pas ce qui se passe, de leur expliquer. Toi, ici, ça va être ton but, c'est de parler au plus grand de n'importe quoi. Puis toi, ton but, ça va être de, je sais pas moi, chanter une chanson pour animer le groupe et tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller appeler, mettons, le responsable. Puis toi, tu vas t'occuper de discuter avec le chauffeur de bus pour voir ce qu'il en est de la situation. Exactement. Il faut que les gens aient un rôle à jouer là-dedans. Parce que la pire situation, c'est que si les rôles ne sont pas bien définis, il n'y a rien qui se passe. Puis le pire, c'est que là, il y a des gens qui vont penser aux conséquences de ne pas avoir été à la piscine, puis là, qui vont amplifier les... Là, il faut que les gens se donnent des rôles. Il faut répartir les rôles. Puis ça, c'est le responsable qui va faire ce travail-là autant que faire se peut. Parce que sinon, on reste toujours ancré dans la crise. Il y a rien qui... Puis là, c'est la panique, puis c'est la déception, puis bon... mais... les gens se sentent utiles. Les gens ont le goût de se sentir utiles quand on vit une crise comme celle-là. Ils ont le goût de se sentir utiles. Tu veux reprendre le contrôle. Exactement. À un certain point, puis quand tu agis, tu contrôles. Exactement. C'est exactement ça. Puis des fois, pour se sortir de la crise, on va faire appel aux gens. Avez-vous des idées pour passer le temps en attendant? Là? Si on pourrait faire ce qu'on attend, on attend la remorqueuse. Là. Bon, qu'est-ce qu'on ferait? Là? Ah, mais moi, je vois qu'on va. C'est là le temps de la chanson, c'est là le temps du jeu, c'est là le temps de... Les jaunes, là, ils vont avoir... C'est eux qui animent. Les autres, ils vont avoir du fun. Puis là, les verts, là, aller rassurer les petits, parce que les petits sont insécurisés, puis ils ne comprennent pas pourquoi on est là, puis qu'on n'avance pas, puis ils trouvent le temps long, puis... Ils ont envie de pipi. Oui, puis on va être là pour eux autres, là, puis on va les rassurer, puis on va prendre soin des autres, puis pas de chicane entre vous autres, puis bon. Ça fait que c'est dans les crises, souvent, que les gens se révèlent. Hein. C'est souvent dans les situations difficiles que les gens se révèlent. Ouais. J'avais vu, il y avait la théorie, encore sur les couleurs, là, que c'était comme, tu as ton profil, je sais pas comment, je vais utiliser ces deux mots-là, mais je pense pas que c'est ça la vraie terminologie, mais c'est, tu as ton profil comme affirmatif puis réactif. Ouais. Puis réactif, c'est lui qui sort dans les moments de crise, puis affirmatif, c'est là où tu souhaites être. Ouais. C'est là-dedans de... Puis est-ce qu'en fait, dans ce cas-là, dans l'activité de cohésion d'équipe qu'on parlait au départ, l'aspect compétitif fait ressortir un peu le réactif? Énormément. C'est ça. Énormément. Pour la facette cachée des gens. Ah, totalement. Le jaune, il va inventer une tour, là, puis il va mettre toutes de choses flyées là-dessus. Puis le rouge, lui, va s'assurer que là, il faut livrer ça dans 15 minutes, la tour. Dépêchez-vous, la gang. Là, puis là, le vert va dire, là, pas de chicane, il faut bien travailler ensemble. Là, les profils ressortent tout de suite. On le voit tout de suite, ça ressort très, 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 très vite. Le bleu aussi, tout le monde ressort là-dedans, dans ce type d'activité. Dans ce type-là. Parce qu'on leur donne un temps limite. Là, on leur dit, il faut faire ça dans 30 minutes. Là. 20 minutes, là, faites un tour. Puis il va y avoir un gagnant. Là. On est en compétition, il va y avoir un gagnant. Là. Puis là, ils pensent que c'est le coordonnateur qui décide du gagnant. Ils n'ont pas compris, puis on ne leur a pas dit que c'est eux autres qui vont décider du gagnant. C'est qui a la meilleure tour? C'est ça, c'est eux autres qui vont décider, là, qui vont comparer leur tour, qui vont porter un jugement là, sur les autres tours. Là. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, de juger le travail des autres. Puis, mais c'est une bonne pratique, en fait, c'est un jugement, mais c'est pas un jugement de comme on entend parler de tu juges tout le monde. C'est vraiment un jugement de comme on va analyser ensemble ce que tu as réalisé. En fait. C'est important, ça. Puis, pour revenir sur la crise, mettons là, on a distribué les responsabilités, les gens, ils savent quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'assure que les gens font ce qu'ils doivent faire. OK, aussi simplement que ça. Aussi simple que ça. OK. Est-ce que, mettons, là, la crise, elle arrive, le monde fait leur tâche, tout ça, puis on est en voie de résolution de la crise. Qu'est-ce qu'on fait quand la crise est terminée? On célèbre ce succès, parce que c'est un succès, là, c'est un travail d'équipe. Là. Ouais. Puis là, il faut célébrer, il faut souligner le bon travail que les gens ont fait.
OK. Même s'ils ne l'ont peut-être pas fait aussi bien qu'on l'aurait souhaité, ils ont quand même contribué. Hey, là, on va... La crise crée un sentiment de stress, évidemment, un sentiment négatif. Mais ce que les études ont montré, c'est que quand on crée une occasion de qu'est-ce qu'on a appris là-dedans, ça devient positif. On a vécu une crise, qu'est-ce que j'ai appris de ça, moi, là? Donc, prendre un petit moment en gang. Là, bon, puis, comment vous avez vécu ça? Premièrement, on va parler du vécu. Puis, si on vivait une autre crise comme celle-là, y a-t-il quelque chose de différent qu'on ferait? Ben là, peut-être que là, on pourrait faire ça autrement. Bon, good. Donc, ça va faire partie des apprentissages suite à la crise. Puis ça rend l'événement positif à ce moment-là. C'est genre, oui, c'était difficile, oui, c'est intense, mais voici ce qu'on en a retiré. C'est de faire un choix conscient d'observer les bonnes réalisations puis les bonnes choses d'un moment difficile, en fait. Exactement. Plutôt que de focaliser uniquement sur le stress puis le négatif. C'était plate, on a raté l'activité, il faisait pas beau en plus, il s'est mis à pleuvoir, puis là, Puis, y a-t-il des choses qu'il faut absolument pas faire dans des situations de crise? Clairement, mais blâmer. Blâmer. OK, ça, c'est bon, ça. Jamais. C'est de la faute à qui? Jamais. Non. Mais ça, c'est le réflexe naturel. Toujours. Là, on sait bien, là, s'il l'avait fait, s'il était venu plus tôt, on l'aurait. Parce que là, on parle du passé, là. Le blâme, c'est toujours par rapport au passé. On essaie d'assigner la responsabilité à quelqu'un. Et ce quelqu'un, on le voit comme étant la cause de la situation. Il se peut que ce soit ça. Mais c'est pas ça qui est important en ce moment. C'est pas ça qui est important en ce moment. On essaie de... Le passé, il est passé, là. Là, on est maintenant ici, là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la situation? C'est-tu important d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé quand ça arrive ou on est mieux après coup? Après coup. Même si ça pourrait aider peut-être à voir comment on pourrait le résoudre ou même là? Ça dépend évidemment de la cause. Par exemple, on a... Mettons, il y a une panne électrique, une panne de serveur, tu essaies de comprendre pourquoi c'est arrivé pour le régler, mais mettons, il y a une alarme de feu. C'est genre le feu a pogné, c'est là que tu te dis pas, voyons pourquoi le feu a pogné, c'est comme c'est pas le temps, là, on répond au feu, puis après on regarde pourquoi, puis là, on travaille sur ça. OK. Exactement. La plus grosse erreur à faire en temps de crise, c'est de blâmer puis de chercher le coupable. Ouais. Parce que c'est quoi l'effet que ça a, ça? Là, ça nous déresponsabilise, on se sent plus responsable de quoi que ce soit. C'est l'autre. Si c'est lui qui est la cause, c'est à lui de le régler. Non. C'est parce que lui, là, il n'avait pas anticipé les conséquences. Puis là, on vit avec les effets. Là. C'est que là, il faut qu'on mette l'épaule à la roue et qu'on règle ça. Là. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise aussi. Ouais. Mais dans le feu de l'action, là, il faut éviter de tenter de trouver d'assigner le blâme à quelqu'un. Puis comment on fait pour arrêter quelqu'un qui serait dans ce réflexe-là? Il y a une crise, puis comment c'est sa faute, puis ton but, c'est non, on s'en fout. Genre, comment ça serait quoi, mettons? C'est dans ce type de situation, moi, j'aurais tendance à prendre la personne à l'écart. OK, la personne qui, mettons, est en train d'accuser, tu dis, viens avec moi dessus. Viens, on va se parler un petit peu, viens, j'aimerais ça, te jaser un petit peu là-dessus. Puis, de lui faire comprendre que là, pour l'instant, on a besoin qu'elle fasse ce qu'on lui a demandé parce que c'est ça qui est le plus urgent. Puis plus tard, on tentera de voir quelles ont pu être les causes de ça, mais c'est pas le moment. Puis c'est de lui démontrer que si elle fait pas ce qu'on lui demande, ben la crise peut empirer. Là. Si tu t'occupes pas des petits, là, ils vont continuer à pleurer, là, puis ils vont être encore plus en détresse. Là. C'est rediriger l'attention vers quelque chose qui va être bénéfique au groupe. Dans ce cas, c'est comme... Est-ce que dans ce cas-là, on adresse le fait que la personne blâme ou on passe par-dessus, on est comme, hey, j'ai besoin que tu viennes juste m'aider à faire ça? On passe par-dessus. On distrait. On distrait. OK. Parce que plus on va tenter de décourager la personne d'assigner le blâme, moins elle va tenter de le faire. Fais pas ça. Surtout, fais pas ça. C'est quoi que j'ai le goût de faire, ça? C'est ça, pas va le faire. Donc, on essaie de diriger son attention ailleurs. OK, c'est ça. Ouais. Puis ça fait que ça, ce serait applicable aussi en général quand on veut qu'un comportement s'arrête. Oui. C'est d'encourager un comportement qui remplacerait ça. Totalement. On peut pas éteindre un comportement sans le remplacer par quelque chose d'autre. Donc, quelqu'un qui, par exemple, moi, j'avais une collègue de travail je suis allé sur tout. Dans les réunions, rien n'allait bien, c'était tout le temps le chaos, c'était récurrent.
puis elle se faisait dire « Arrête donc de te plaindre », ben elle n'arrêtait pas de se plaindre. Elle continuait de se plaindre. Ne fais pas ça, mais je te donne pas d'alternative. Fais juste pas le faire. Ben là, on a trouvé le truc. On a dit « Écoute, tu as tellement un sens critique développé qu'on aimerait beaucoup que tu puisses nous faire la liste de tous les éléments qui pourraient ne pas bien aller dans nos projets, puis penser à des solutions, parce que toi, tu es bonne là-dedans. » Ah ben là, c'était un revirement incroyable. C'est intéressant, ça. Parce qu'on travaillait sur sa force qui était de chialer. Quand je dis chialer, des fois, elle le faisait. Elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort, là. C'est qu'on ne voulait pas qu'elle arrête de chialer parce que ses critiques étaient des fois fondées. Mais là, la critique, il faut que ça amène quelque chose de constructif. Donc là, on lui a demandé, écoute, toi, tu es tellement bonne, tu as tellement un bon sens critique. Tu penses-tu qu'il y aurait des solutions qu'on pourrait mettre en place? Ah ben oui, moi, j'en connais des solutions. Ben là, elle est parti avec ça. Donc là, on est passé d'une critique à des solutions. On passe de quelque chose qui ralentit à quelque chose qui vient, mettons, paver la route du futur pour éviter qu'on tombe dans les trous que la personne prévoit. Absolument. Fait que cette personne-là, mettons, genre, on la prend à part, on lui explique l'objectif, puis on dit, mettons, dans la réunion, ton rôle, c'est de prendre en note ces choses-là, puis pas de t'intervenir sur le coup, tu sais, parce que ça coupe la discussion. Fait que c'est prends-la en note, établis ça, puis après, on passe à travers les choses que tu as remarquées. Absolument. Avec les solutions que tu as remarquées. On va t'écouter avec grand plaisir. C'est tellement intéressant, ça. Hyper positif, ouais. Puis tu es devenue une super de bonne collègue. Puis ça, c'est tellement applicable aussi dans l'univers des camps parce que on fait des présentations chaque semaine. Parce qu'on parle, mettons, de. Chaque semaine, on a la réunion avec le staff, parce qu'on parle de tout ça. Puis souvent, ça va arriver, surtout dans les équipes qui sont plus matures, qui sont à l'aise, parce que les nouvelles équipes vont moins se prononcer. Mais ben là, cette activité-là, ça ne marchera pas parce que, genre, il y a ça. Puis là, c'est quand. Pouf, ça coupe, ça tape le mur. Fait que, si quand ces personnes-là, on les voit, l'objectif, c'est directement leur donner la responsabilité de parfait, je vois que tu remarques les enjeux qui peuvent arriver, prends-les en note, on en parle après avec les solutions que tu vas y avoir pensé en même temps. Totalement. Wow, ça c'est on la renforce ça aussi, dans son rôle. Game changer dans ma tête. Là, wow, on fait ailleurs, du recadrage. Hein. Oui, exactement. C'est du recadrage. Encore, c'est de l'emmener à wow. Ouais. C'est fascinant. Pour conclure, j'aurais trois questions. Avec plaisir. C'est des bullet questions, fait que c'est très rapide. Ce serait quoi la plus grande force qu'un nouveau gestionnaire pourrait développer? L'écoute. Ce serait quoi le plus grand défi à éviter? L'orgueil. Quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de commencer en gestion? J'aurais aimé savoir... c'est une bonne question. Hein? Ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer en gestion, c'est qu'avec les êtres humains, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Quelque chose que vous avez appris qui a été important, j'imagine que c'est ça. Ce que j'ai appris qui a été important pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a des solutions. Ma solution n'est peut-être pas celle de l'autre. Puis l'autre est aussi bonne que la mienne. Puis, j'ai dit 3, mais on y va avec une 5e. Ouais. Pour faire un lien avec la qualité à développer, ce serait quoi un conseil pour développer l'écoute chez quelqu'un? Ta propre écoute. Être curieux. Être curieux des autres. Les gens ont tellement de choses qu'on ne connaît pas, des choses tellement intéressantes. Un parcours de vie, même si c'est un parcours de vie j'ai dit 16, 17, 18 ans, les gens ont toujours quelque chose d'intéressant à partager. La curiosité nous pousse à nous intéresser aux autres. Wow. Quand on s'intéresse aux autres, on pose des questions. Quand on pose des questions, la personne se sent importante, elle se sent comme étant le centre de notre attention. Elle va nous dire ce qu'elle est, on va apprendre d'elle et ça va nous permettre ensuite de mieux comprendre comment on peut travailler avec elle, comment on peut s'ajuster, nous, en fonction de cette personne. Wow! Écoute, merci infiniment, Pierre. C'était un réel plaisir d'avoir parlé de ça. Si les gens vous en sortez 10% aussi instruits et inspirés que ça m'a fait sentir cette discussion-là, c'est un succès total. J'apprécie énormément. Puis je vous remercie en fait personnellement aussi pour tous les cours que vous m'avez fait vivre, puis tous les apprentissages que j'ai vécus. C'est super. Puis si les gens veulent regarder, mettons, des choses que vous avez faites dans le passé, des conférences, les livres que vous avez écrits, tout ça, où est-ce qu'on pourrait retrouver ces choses-là?
Oh mon Dieu, c'est une bonne question. À part s'inscrire au HEC Montréal. Ah oui, un jour peut-être, mais sinon, on va sur Internet, on tape Pierre Lainé, puis il y a des extraits de conférences que j'ai donnés sur YouTube. Il y a des articles que j'ai écrits, des choses que j'ai écrites aussi. Là, les gens peuvent trouver ça facilement. Là. Puis c'est gratuit, puis j'encourage les gens à le partager si ça peut leur être utile. Puis merci de l'invitation, c'est très, très apprécié c'était un d'avoir réel pu plaisir. Partager ce que j'aime, ce dont j'aime parler, c'est-à-dire la gestion. Ah oui, c'est super. Merci infiniment, Pierre. Merci infiniment. Bye tous. Boom, 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 chica, boom, boom, chica, wagga, chica.